Voilà. Bon, alors bonjour à tous, merci d'être venus pour cette conférence. Donc, moi, je suis Alexia Vezou, je suis la co-responsable du département Amérique latine de l'Institut d'études de géopolitique appliquée. Et aujourd'hui, suite à la décision du Salvador de faire du Bitcoin sa monnaie officielle au même titre que le dollar, on a décidé d'échanger sur ce sujet, surtout de parler des répercussions économiques comme géopolitiques. Et pour ça, on a la chance d'avoir trois intervenants, donc deux spécialistes du Bitcoin. Jonathan Escovici, qui est ici présent, qui est le fondateur et CEO de Stack Insight, donc un plan épargne Bitcoin, et Valentin Demey, qui est journaliste et la voix du podcast Cryptos, qui est spécialisé en crypto-monnaie, blockchain et Bitcoin, et un spécialiste du Salvador, lui-même salvadorien, donc Ernesto Hernandez Otero, qui est un conseiller en entreprise. Donc voilà, donc je vais laisser d'abord Jonathan présenter un petit peu, introduire le Bitcoin, le sujet du Bitcoin. Et donc, Jonathan, je te laisse la parole et je vais partager tes slides. Eh bien, écoute, Alex, merci encore pour cette invitation. Merci Ernesto et merci Valentin aussi d'être avec nous aujourd'hui pour présenter du coup l'impact du Bitcoin comme monnaie légale au Salvador. Donc, effectivement, je suis Jonathan Scovici, je suis président d'une société qui s'appelle Stack Insat. Stack Insat, en gros, est une société qui propose un plan épargne Bitcoin. Donc, l'idée, c'est d'investir à long terme sur Bitcoin parce qu'on a des convictions du fait que Bitcoin devienne un étalon monétaire mondial, et ça, je vais en parler dans ma présentation. On a lancé cette société il y a un peu plus d'un an. Donc, aujourd'hui, on a près de 8000 utilisateurs et on a l'ambition de devenir la première néobanque en Europe, sur le Bitcoin, évidemment. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est tout simplement de vous introduire ce qu'est Bitcoin. Après, j'ai choisi justement une présentation plutôt orientée sur la macroéconomie et l'économie, même si en fait Bitcoin est un actif très atypique et qui pourrait en fait être abordé sur plusieurs angles. Mais je trouvais qu'aujourd'hui, c'était intéressant de se focus sur la partie économique et monétaire, vu que c'est l'objet aujourd'hui de cette conférence en ligne. Donc voilà, après, je ne sais pas justement quel est le niveau de tout le monde sur le sujet, donc je vais essayer d'être le plus pédagogue possible. Et en tout cas, alors après, Alix, je ne sais pas si moi j'ai une vision sur les questions des gens, etc. Je t'avouerai que je ne suis pas un pro de Zoom. Oui, de ce qu'on fait, Mais c'est que si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre dans le chat et puis soit on se trouvera un petit moment à la fin ou si jamais il y a besoin, on après, t'interrompra. voilà, c'est-à-dire que moi aussi, le truc, c'est que je pense qu'il ne faut pas que ce soit non plus un monologue non plus, hein, même si, voilà, effectivement, et j'invite d'ailleurs Valentin aussi à réagir ou à apporter des éléments complémentaires, ou même Ernesto, évidemment, Carrément. sur mon explication. L'objectif, c'est que ce soit un maximum un échange, parce que c'est le but de ce genre de format, et pour éviter que ce soit trop chiant. Voilà. Bitcoin, déjà, ça a été inventé par quelqu'un qui est anonyme. Ce quelqu'un s'appelle Satoshi Nakamoto. Donc, il a créé Bitcoin donc, le 3 janvier 2009, même s'il a publié son white paper que vous voyez du coup sur la droite le 31 octobre d'ailleurs 2008, donc, sachant que nous sommes le 29, donc effectivement c'est presque l'anniversaire du white paper. Mais effectivement, le premier Bitcoin a été miné le 3 janvier 2009. Donc, en gros, pour résumer ce qu'est Bitcoin, c'est effectivement un système monétaire et un système de paiement, mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Je voulais vous montrer sur cette slide quand même la petite différence qui est importante. C'est entre le Bitcoin en tant que protocole, en tant que logiciel, en tant que réseau, et évidemment la monnaie, donc ce qu'on appelle aussi le jeton ou le token, qui s'échange du coup à travers ce fameux réseau. Satoshi Nakamoto, du coup, qu'est-ce qu'il voulait, lui, en fait? Alors, après, pareil, il y a pas mal de suppositions là-dessus, mais effectivement, globalement, il n'aimait pas le système traditionnel, donc le système de monnaie-dette tel qu'il existe aujourd'hui avec la création d'argent illimité. Et l'idée, c'était de créer, du coup, un système alternatif au système traditionnel qui, du coup, est principalement dirigé par les banques aujourd'hui, les banques commerciales.
Et donc, il voulait inventer un cash numérique qui puisse s'échanger de pair à pair sans entité centrale de contrôle. Donc, effectivement, Bitcoin a été créé le 3 janvier 2009, mais en même temps, c'était ce que je vous montre sur la partie gauche du schéma. Mais en fait, Bitcoin, alors évidemment, je ne vais pas m'attarder sur toutes les dates de cette frise, mais l'idée, c'était de vous montrer qu'en fait, Bitcoin, ça ne date pas du 3 janvier 2009, en fait, ça date de bien plus longtemps, il y a des dizaines d'années, parce qu'en fait, c'est une série comment dire, de concepts qui ont été intégrés pour donner finalement le Bitcoin tel qu'il existe aujourd'hui. Et en gros, l'innovation principale, on va dire, de Satoshi Nakamoto, notamment, évidemment, je ne vais pas être exhaustif dans cette réponse, mais ça a été de solutionner le problème de la double dépense. Et en fait, ce problème de double dépense, vous allez le comprendre assez facilement, parce que lorsque vous envoyez un email, vous faites un CTRL-C, CTRL-V, vous copiez une image, et en fait, cette image, elle est dupliquée à l'infini. Et le principal problème d'Internet, c'était justement de faire en sorte et de s'assurer que finalement, qu'un Bitcoin, lorsqu'il était échangé, il n'était pas dupliqué. Et c'est notamment ce qu'a réussi à faire Satoshi Nakamoto pour permettre du coup de créer ce fameux cash numérique. Parce que l'idée, c'est évidemment comme un billet de banque traditionnel, que vous avez un billet de 5, 10, 20 euros. Donc du coup, lorsque vous donnez ce billet, bah, a priori, cette transaction est irréversible et vous ne pouvez pas reprendre les 20 euros que vous avez donnés à la personne en face de vous, à moins évidemment que vous, que vous attendiez à son intégrité. Du coup, c'est là où, Alix, tu peux passer à la slide suivante. Donc voilà, comme je le disais, Bitcoin, c'est un réseau de paiement. Donc, comme l'a voulu Satoshi Nakamoto, donc, sans tiers de confiance et surtout résistant à la censure. Je vais m'expliquer très rapidement là-dessus parce que je pense que c'est l'une des caractéristiques les plus importantes de Bitcoin. Donc évidemment, sans tiers de confiance, mais surtout résistant à la censure. Donc je vous explique très concrètement ce truc-là. Et d'ailleurs, c'est un des adages très connus de Bitcoin qui est Not your keys, not your Bitcoin. C'est-à-dire que lorsque vous laissez, par exemple, vos Bitcoins en conservation sur des exchanges ou des plateformes tiers, dans l'absolu, en fait, ces Bitcoins ne vous appartiennent pas. Et ça, c'est très important parce que pour des raisons politiques, stratégiques ou que sais-je encore, un tiers pourrait arriver et malheureusement vous obliger à ne pas utiliser vos Bitcoins. Et justement, l'intérêt de Bitcoin, c'est que justement, que ce soit pour des raisons politiques, idéologiques, ce que vous voulez, personne ne peut vous retirer l'usage de vos Bitcoins. Typiquement, pour donner un exemple très concret, chez Stackinsat, on va proposer très prochainement de la conservation de Bitcoin pour nos clients. Parce qu'effectivement, l'usage du Bitcoin, d'avoir sa clé privée, etc., ça peut être un petit peu embêtant, surtout pour des néophytes. Et c'est vrai que le service de conservation, quelque chose qui est beaucoup plus simple pour les clients qui ne sont pas habitués à tout ce concept. Mais demain, pour des raisons politiques, je ne sais pas, par exemple Marine Le Pen ou je ne sais pas quel autre candidat arrive à la présidence de la République française et que du coup cette personne n'aime pas Bitcoin, eh ben, elle pourrait dire tous les clients de Stackinsat, du coup vos Bitcoins sont bloqués. Et en fait, moi, évidemment, en tant qu'entreprise régulée par l'État français, je ne pourrais pas aller à l'encontre de cette décision politique. Et c'est justement pour moi, l'un des éléments les plus marquants de Bitcoin, c'est la résistance à la censure. C'est pour ça que des Edward Snowden et co. Du coup, utilisent Bitcoin, notamment de ce point de vue-là. Donc ça, c'est la partie réseau de paiement. Donc la partie système monétaire, donc ça, c'est très, très important. Et c'est du coup l'objet de ma présentation qui va suivre. Ça a été créé vraiment dans cet objectif de concurrencer l'émission monétaire traditionnelle, que ce soit dans ce qu'on appelle des monnaies fiduciaires, le dollar, l'euro, le yen, la livre sterling, enfin bref, les monnaies que vous connaissez. Et c'est là ce qui est magique avec Bitcoin, et c'est un petit peu le schéma que vous voyez sur la droite de l'écran. Donc en bas, vous voyez donc Bitcoin, donc c'est un réseau décentralisé où finalement, entre deux personnes, eh ben, c'est le réseau Bitcoin qui va se charger de faire toutes les opérations pour être sûr que du coup, il n'y a pas cette fameuse double dépense. Et vous voyez du coup au-dessus, donc c'est le système centralisé qui existe aujourd'hui, où finalement, vous voyez qu'il y a une succession d'intermédiaires, et c'est notamment ces intermédiaires, ça va impliquer des frais supplémentaires.
et surtout une centralisation, donc c'est-à-dire que c'est ces institutions à la fois financières ou enfin, que ce soit les banques centrales, etc., qui vont contrôler votre argent. Voilà, tout simplement. Donc, ce qu'il faut comprendre et en résumé sur cette slide, c'est qu'effectivement, Satoshi Nakamoto, lorsqu'il a créé Bitcoin, il l'a voulu comme un réseau de paiement et un système monétaire. Donc, ce système monétaire est notamment résistant à l'inflation, mais ça, je vais le présenter dans la slide suivante. Mais ce qu'il faut comprendre, avant de passer à la slide suivante, Alix, c'est que Bitcoin, finalement, a un usage qui dépend de plein de facteurs. Typiquement, en Europe, la composante de réseau de paiement et de système monétaire, aujourd'hui, elle n'est pas spécialement évidente. Pourquoi? Parce que l'euro, le système dans lequel on vit, marche plutôt bien, hein, clairement, et il n'y a pas spécialement de problème dans l'usage de cette monnaie qui est l'euro. En revanche, dans d'autres pays où notamment il y a des problèmes d'inflation, mais ça j'y reviendrai dans les slides suivantes, il peut y avoir justement des vraies douleurs à l'usage des devises locales, et donc Bitcoin prend tout son sens en tant que réseau de paiement et de système monétaire. Et en conclusion de cette slide, je vais y arriver, enfin, cette conclusion, c'est que Bitcoin, aujourd'hui, que ce soit pour les pays occidentaux, donc en Europe, aux États-Unis, etc., ou dans les pays, on va dire, les pays pauvres, en tout cas les pays moins développés, c'est d'abord une réserve de valeur qui va protéger votre patrimoine financier contre l'inflation. Et c'est là où, Alix, tu peux passer à la slide suivante. Donc pareil, si vous avez un truc à retenir sur Bitcoin, et c'est pour moi, pareil, le truc le plus symbolique, c'est d'ailleurs, c'est ce chiffre 21 qui revient très régulièrement, c'est qu'il ne pourra jamais exister plus de 21 millions de Bitcoins en circulation. Donc là, vous avez, donc sur la courbe, du coup, la politique monétaire préprogrammée dès le code source, donc par Satoshi Nakamoto. Et ce qui est très puissant dans Bitcoin, c'est que ce code ne pourra jamais être changé. Contrairement justement aux politiques des banques centrales, qui, en fonction de que ce soit des événements exogènes, va pouvoir changer sa politique monétaire pour différentes raisons. Après, que ce soit positif ou négatif, globalement, donner du pouvoir, autant de pouvoir à une entité centrale, pour moi, c'est quelque chose de plutôt négatif. Et vaut mieux justement se convenir d'un consensus à un instant T et s'y tenir dans le temps. Et c'est exactement le cas du consensus de Nakamoto et de la politique monétaire du Bitcoin, où on voit sur la courbe qu'effectivement, il y a donc eu une inflation de création de Bitcoin. Parce au tout début, il y avait 12,5 Bitcoins de créés toutes les 10 minutes. Donc, c'est ce que vous voyez au tout début de la courbe, avec la courbe qui monte de manière très, très forte. Et en fait, ensuite, en fonction de ce qu'on appelle des halvings, donc les halvings se produisent tous les 210 000 blocs. Donc, je ne sais pas si on voit bien sur la présentation, mais vous voyez, donc, tous les 210 000 blocs, donc 210 000, 420 000, etc., et en fait, il y a une réduction de la création monétaire. Donc, c'est pour ça qu'on dit que Bitcoin est une monnaie désinflationniste. Et ce côté désinflationniste, justement, est une protection contre l'inflation, parce que vous êtes certain qu'il n'y aura pas une création monétaire disproportionnée et surtout à l'encontre du code source qui a été créé dès le début. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important de comprendre que Bitcoin n'aura jamais plus de 21 millions d'unités. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit sur le petit tableau à droite. Donc là, je vous ai donné un petit peu la supply, donc c'est-à-dire la quantité de Bitcoin disponible. Donc aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, on est environ à 19 millions de Bitcoin créés, donc ce qui est quand même beaucoup. Et d'ailleurs, le 15 décembre 2021, on aura environ 90% de la quantité de Bitcoin créée qui sera disponible sur le marché. Et vous voyez, ensuite, donc le 12 décembre 2025, 95%, le 19 mars 2035, 99%, mais le dernier Bitcoin sera miné en 2140. Voilà. Donc, en gros, plus le temps passe, plus Bitcoin devient rare. Et en fait, c'est cette caractéristique de rareté qui va justement lui donner une certaine valeur. Et du coup, c'est ce qui explique pourquoi notamment Bitcoin a monté en termes de prix
depuis ces derniers mois et ces dernières années. Du coup, Alex, tu peux passer à la slide suivante. Donc voilà, donc maintenant, je vais essayer de vous aborder un peu Bitcoin sous le volet, pour moi, économique et monétaire, qui est évidemment très, très important. Et donc là, en général, quand j'aborde ce sujet-là, je pose une question. Et malheureusement, c'est vrai qu'en général, les gens n'arrivent pas à me répondre. Mais en général, qu'est-ce que je dis? C'est, est-ce que vous savez ce qui s'est passé le 15 août 1971? Donc le 15 août 1971, globalement, les gens ne savent pas me répondre, mais ça a été un chamboulement majeur de l'économie mondiale. Et je vais vous le montrer dans les slides suivantes. Mais globalement, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Donc notre ami président des États-Unis de l'époque a décidé de désindexer l'or du dollar. Donc c'est la fin de ce qu'on appelait le gold standard. Et du coup, finalement, il y a une désindexation de l'or, de la valeur du dollar, ce qui fait qu'il y a eu énormément d'instabilité économique et surtout une création d'inflation extrêmement élevée. Est-ce que ce qu'on va voir sur la slide suivante? Donc voilà, donc ça c'est le petit point, parce qu'effectivement, quand on dit inflation, hein, c'est effectivement augmentation des prix, mais on peut surtout le voir aussi comme la baisse de la valeur de l'argent. Donc c'est toujours le verre à moitié plein ou à moitié vide. Mais effectivement, de le voir comme la baisse de la valeur de l'argent, ça a aussi une autre connotation, une autre portée, selon moi. Et donc là, on voit, j'ai principalement focusé mes graphiques sur les États-Unis. Et donc là, on voit de manière très claire que avant 1971, il y avait une sorte de stabilité des prix à la consommation. Et dès que, suite à la décision de Richard Nixon, hein, qui du coup devait être une décision temporaire, et donc, nous sommes aujourd'hui en 2021, donc 50 ans plus tard, et ben, en fait, le temporaire est toujours présent. Voilà. Donc, on peut relativiser sur le terme temporaire de Richard Nixon, mais en tout cas, parce que lui-même aussi avait, je pense, anticipé les impacts négatifs de cette décision. Et d'ailleurs, cet impact négatif, on le voit clairement, parce que les prix à la consommation ont simplement explosé. Donc là, pareil, sur la courbe de droite, donc vous avez les prix de l'électricité, de la nourriture et des fruits. Donc pareil, vous voyez que depuis 1971, les prix ont considérablement augmenté. Donc globalement, le fait d'avoir comment dire, quelque chose de stable, donc c'est-à-dire qu'on peut assimiler à une réserve de valeur, donc en l'occurrence l'or, fait que les prix à la consommation dans le temps restent relativement stables. Et pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? C'est qu'évidemment, nous, notre objectif, c'est de par les caractéristiques du Bitcoin, et que du coup, Bitcoin devienne le nouvel étalon monétaire, comme l'or l'était précédemment, avant le 15 août 1971. Slide suivante. Et donc là, pareil, cette slide est assez édifiante, je trouve. Donc là, pareil, toujours suite à cette décision, donc vous voyez, hein, donc là, c'est la dette américaine depuis 1900. Et donc, vous voyez à peu près en 1971, et vous voyez après 1971. Donc, la dette a explosé tout simplement parce que vu qu'il n'y a pas de référent stable à la création monétaire, finalement, les États peuvent s'endetter de manière illimitée, sans réelle contrepartie. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui même en ce moment, hein. D'ailleurs, là, on voit sur le graphe juste en dessous, du coup, comment dire, la balance de la Banque centrale européenne. Et donc, vous voyez que, notamment, évidemment, à cause du Covid, ou grâce au Covid, je ne sais pas comment on peut le formuler, mais il y a une création monétaire très importante. Et en fait, cette création monétaire, elle servait principalement à racheter, du coup, et à financer les dettes des États pour financer leurs mesures anti-Covid à l'échelle nationale. Mais vous voyez, du coup, la courbe qui a stratosphériquement, si on peut dire ça, augmenté. Et c'est là où on peut se dire que les banques centrales sont des magiciens. Les banquiers centraux sont des magiciens parce qu'ils peuvent créer de l'argent à partir de rien. Alors effectivement, là, on a vu que c'était évidemment basé sur des décisions sanitaires. Bon voyage. Ouais, salut, c'est Mathieu. Du coup, il y a mon associé qui s'en va parce que je suis évidemment au bureau, excusez-moi. Donc voilà, donc vous voyez que les banques centrales peuvent créer du coup de l'argent à partir de rien, ce qui est plutôt très mauvais d'un point de vue inflation et pouvoir d'achat. Slide suivante.
Et voilà, parce que là, maintenant, maintenant que je vous ai présenté ça, je voulais remettre ça dans un contexte actuel. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans le passé, là, on est dans le présent. Et là, vous voyez, du coup, l'évolution. Donc ça, pareil, c'est les taux directeurs, donc la courbe blanche, les taux directeurs de la Banque centrale européenne et avant de la Bundesbank en Allemagne, et donc qui étaient relativement corrélés, vous voyez, au taux d'inflation, hein. Et ben là, vous voyez qu'évidemment, il y a une décorrélation. Donc, je ne sais pas si vous voyez, donc, plutôt vers 2021, hein. Donc là, ces derniers mois, la courbe jaune a explosé. Parce que justement, il y a une création monétaire. Donc ça, c'était la slide d'avant. La création monétaire a été multipliée de manière très significative. Et donc, assez naturellement, l'inflation, du coup, augmente parce que forcément, le gâteau étant plus grand, les prix, du coup, vont baisser. Sauf que ce qui doit se passer théoriquement, comme on le voit d'ailleurs par le passé, c'est que, du coup, les taux directeurs devraient augmenter. Et là, ce n'est pas vraiment prévu. Et de toute façon, ce n'est pas prévu dans une proportion aussi importante que l'évolution de l'inflation. Et ce que disent les médias aujourd'hui, les économistes qui sont proches des gouvernements, ils disent que cette inflation risque d'être temporaire. Mais quand on voit, bon, alors après, évidemment, il n'y a aucune corrélation avec Richard Nixon quand il dit que la fin de Bretton Woods était temporaire. Mais c'est vrai qu'il faut toujours se méfier quand même des discours politiques. Et personnellement, j'ai plutôt tendance à croire que cette inflation risque d'être durable. Et donc, il est indispensable, pour moi, d'un point de vue économique, géopolitique à l'échelle internationale, très rapidement. Alors, encore une fois, moi, je suis entrepreneur, donc j'ai ma naïveté d'entrepreneur. Mais globalement, il faudrait que Bitcoin, parce qu'il a les mêmes caractéristiques de l'or et qu'il est même encore mieux que l'or selon moi, devrait du coup devenir un nouvel étalon monétaire mondial. Slide suivante. Donc voilà, maintenant on a vu Bitcoin sur l'angle un peu économique et monétaire, je vais repartir quand même sur Bitcoin aujourd'hui. Donc comme je le disais tout à l'heure, Bitcoin, c'est d'abord une réserve de valeur avant de devenir une monnaie à l'échelle internationale. Donc globalement, et ça, je pense que tous les institutionnels, euh, d'ailleurs, tous les institutionnels non français, parce qu'en France, malheureusement, on considère que Bitcoin a encore une connotation très négative et que ça finance le terrorisme, ça finance je ne sais pas quoi, que Bitcoin c'est mal, etc. Donc ça, c'est malheureusement l'image qui est encore véhiculée dans les médias traditionnels. Et même au niveau des banques centrales, même de la Banque de France et des institutions, on va dire, régaliennes. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, donc je vais commencer d'ailleurs tout de suite par le point 3, c'est que Bitcoin s'institutionnalise. Globalement, on a des gros mastodontes de la finance comme BlackRock, comme JP Morgan, qui du coup avaient en fait ces a priori négatifs sur Bitcoin, donc en 2017 notamment. Et là, avec le bull run de fin 2020 et de début 2021, il y a eu un switch, un changement de paradigme qui s'est opéré dans les institutions financières mondiales, où en fait maintenant, ça paraît être incontestable que Bitcoin, alors peut-être que tout le monde n'a pas cette logique d'étalon monétaire comme je viens de le présenter, mais globalement, tout le monde s'accorde à dire que Bitcoin est une réserve de valeur, notamment de par son effet rareté des fameux 21 millions. Donc effectivement, aujourd'hui, Bitcoin, alors après, évidemment, Bitcoin varie de manière très significative au quotidien, mais aujourd'hui, ça pèse environ 1100 milliards de dollars, ce qui est donc d'ailleurs, l'or est valorisé 12 000 milliards de dollars. Donc c'est là où vous voyez d'ailleurs le potentiel de hausse, si jamais on est dans cette logique de nouvel étalon monétaire, comme l'a été l'or, vous voyez que le potentiel d'appréciation du Bitcoin reste encore très, très important. À titre de comparaison, même si ce n'est pas toujours forcément logique ou évident, mais c'est toujours, ça donne des benchmarks. Et le réseau Visa, hein, enfin l'entreprise Visa, pèse 500 milliards de dollars. Donc voilà, c'est-à-dire 2 fois moins. Bon, c'est juste pour vous donner des ordres de grandeur. Et aussi pareil, évidemment, dans ce côté normalisation du Bitcoin, on voit que des grandes entreprises, notamment spécialisées dans le paiement, hein, donc, notamment PayPal ou encore Mastercard très récemment, du coup, intègrent les cryptos de manière générale et le Bitcoin parmi leur stratégie de moyens de paiement. Donc, vous avez aussi aux États-Unis, donc Grayscale, que vous ne connaissez peut-être pas, mais parce qu'aux États-Unis, ils financent leur retraite par capitalisation et Grayscale est un des plus gros fonds de pension américains.
et ils achètent massivement du Bitcoin. Donc, je n'ai plus les chiffres en tête. Valentin, je ne sais pas si tu les as. Mais en tout cas, Grayscale investit massivement dans les dans les fonds de pension de retraite. Donc, on voit qu'il y a quand même ce changement de paradigme qui a été fait par la finance, en tout cas aux États-Unis. Et évidemment, notre dieu à tous, entre guillemets, dans l'écosystème Bitcoin, c'est Michael Saylor. Michael Saylor, c'est le président de MicroStrategy. MicroStrategy, c'est une société de conseil en innovation technologique, un petit peu comme Deloitte. Voilà, peut-être que ça vous parle un petit peu plus, parce que MicroStrategy n'est pas forcément une boîte très connue pour son métier historique, mais effectivement, il a été connu pour sa conviction très profonde dans Bitcoin, et du coup a acheté à l'époque pour 1,5 milliard de Bitcoin. Et en fait, aujourd'hui, il en rachète régulièrement, ce qui fait qu'il a une trésorerie aujourd'hui de plus de 7 milliards de Bitcoin, ce qui est considérable. Et d'ailleurs, souvent aujourd'hui, ah ben voilà, je vois que Valentin a balancé le lien sur Grayscale. Et donc, vous pourrez voir par vous-même à quel point en fait ce fonds de pension investit massivement en Bitcoin, tout comme MicroStrategy, donc évidemment dans une proportion différente, parce que là, ça reste une entreprise privée. Évidemment, Tesla, qui du coup aussi a acheté énormément de Bitcoin dans sa trésorerie, toujours dans cette logique de réserve de valeur, parce qu'aujourd'hui, lui, Tesla, qui d'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Tesla aujourd'hui, en termes de valorisation, pèse presque plus de 50%, je crois, de l'ensemble du marché de l'automobile au monde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et bref, donc c'est une société qui génère énormément de cash. Et plutôt que de laisser ces dollars traîner sur son compte en banque, bah, qu'est-ce qu'il a dit, notre ami Elon Musk? Eh ben, en fait, moi, je veux protéger ce trésor de guerre. Et pour protéger ce trésor de guerre, je ne veux surtout pas conserver mes dollars, mais je vais investir en Bitcoin. Et alors après, il y a aussi sur la partie paiement, où là, il y a eu un petit revirement stratégique de notre ami Elon Musk, où effectivement, dans un premier temps, il avait annoncé qu'il acceptait les paiements en Bitcoin pour acheter des Tesla. Pour des raisons stratégiques liées aux subventions aux États-Unis, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, mais effectivement, il est revenu sur cette décision finalement en n'acceptant plus le Bitcoin comme moyen de paiement. Mais là, d'ailleurs, je crois, et Valentin, pareil, arrête-moi si je me trompe, que là, il y a des rumeurs comme quoi il pourrait revenir en disant que finalement, il accepterait finalement les paiements crypto. Ouais, exactement. Ils viennent de redéposer je reprends l'article sous les yeux, à la SEC, donc la Security and Exchange Commission, de nouveau un dépôt qui dit qu'il risque de reprendre, de re-accepter comme moyen de paiement le Bitcoin prochainement. Donc, ils refont remarche arrière, mais effectivement, c'est très politique, comme tu commençais à le souligner. Exactement. Du coup, Alix, slide suivante. Alors voilà, donc ça, c'est très important. J'en ai pas encore parlé. Et ça, ce sera d'ailleurs une transition pour Ernesto et peut-être certainement Valentin. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'effectivement, Bitcoin, à la base, c'est effectivement vu comme un moyen de paiement. Mais l'énorme problème du Bitcoin en tant que moyen de paiement pour du paiement au quotidien, c'est qu'il y a justement une validation de transaction toutes les 10 minutes. Donc, parce qu'il y a un bloc de la blockchain Bitcoin toutes les 10 minutes. Et évidemment, si vous allez acheter votre baguette de pain à la boulangerie et que vous dites au boulanger en face que sa transaction sera validée dans 10 minutes, évidemment, il ne va pas pouvoir accepter ce moyen de paiement. Et donc, il y a plusieurs années, donc je crois, je dirais 3 ou 4 ans, si je ne dis plus de bêtises, un certain nombre d'ingénieurs ont créé du coup ce qu'on appelle le Lightning Network, qui est une couche, donc ce qu'on appelle un layer 2 dans le jargon Bitcoin, mais donc un niveau supérieur, donc basé sur la blockchain Bitcoin, qui va agir comme un settlement et du coup valider des transactions sur la chaîne principale. Mais en gros, tout le réseau de paiement instantané sera réalisé sur le réseau Lightning Network pour des paiements, on va dire, en dessous d'une certaine somme, donc on va dire 500 dollars par exemple, où en fait, il est beaucoup plus intéressant de payer en Lightning Network qu'en Bitcoin, de par justement la lenteur, mais qui est prévue par design, hein, c'est-à-dire que le réseau est lent, mais c'est ce qui garantit en fait sa sécurité optimale. Donc ça, c'est très important. Après, je ne vous en ai pas parlé parce que je ne peux pas aborder tout dans Bitcoin parce qu'on pourrait en parler des heures. Mais effectivement, la blockchain Bitcoin est du coup extrêmement sécurisée
notamment à travers le mining, mais ça, on va peut-être aussi en reparler lorsque Ernesto parlera du Salvador. Mais globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le Lightning Network qui va propulser Bitcoin en tant que monnaie, parce que c'est le Lightning Network qui va permettre des paiements instantanés, sans frais, et avec une anonymisation encore plus forte que sur Bitcoin. Et c'est pourquoi est-ce que je trouve que c'est une énorme transition, c'est qu'évidemment, le Salvador, lors de son choix de décréter Bitcoin comme monnaie légale, et bah, du coup, ils ont évidemment intégré le Lightning Network comme moyen de paiement dans leur système. Donc ça, je pense que aussi Ernesto en parlera un petit peu plus que moi. Et d'ailleurs, en fait, non, je crois que j'en parle dans la slide suivante. Donc tu peux y aller, Alix. Voilà. Où effectivement, et ça a été une énorme nouvelle pour tous les Bitcoiners, parce que quelque part, c'était un fantasme que ce jour-là arrive. Et on pensait très honnêtement que ce jour-là allait arriver dans 3, 4, 5, 10 ans. Et finalement, c'est le Salvador qui a pris toute la communauté de Bitcoin de court en déclarant Bitcoin comme monnaie légale au même titre que le dollar du coup au Salvador. Et évidemment, encore une fois, ils ont utilisé le Lightning Network pour implémenter finalement cette monnaie légale au Salvador. Et donc là, vous avez quelques chiffres. Donc après, Ernesto pourra évidemment compléter ce propos. Mais globalement, je crois qu'à ce jour, plus de 50% de la population, je crois, a téléchargé le Chivo Wallet, qui est donc un wallet Lightning Network qui a été propulsé par le gouvernement. Mais il faut savoir qu'il existe, alors je dirais une dizaine de wallets Lightning, ça pareil, il faudra reconfirmer ce chiffre. Mais vous avez plusieurs wallets qui existent sur le Lightning Network, donc notamment un wallet qui s'appelle Strike, qui est largement utilisé aussi au Salvador, et d'ailleurs pas qu'au Salvador, pour utiliser le Lightning Network, donc Bitcoin, comme moyen de paiement. Mais ce qui est assez fantastique de notre point de vue de Bitcoiner, c'est la rapidité avec laquelle c'est réalisé finalement cette implémentation de Bitcoin dans le système salvadorien. Parce que en gros, ça a été annoncé par Jack Mallers, justement, notamment le CEO de Strike, lors d'une conférence Bitcoin qui s'est tenue à Miami le 9 juin 2021. Et finalement, à peine 3 mois plus tard, et c'est ça qui est juste délirant, et ben en fait, c'était la vraie vie, quoi. C'est-à-dire que vous pouviez acheter un Big Mac au McDo en Lightning Network. Et d'ailleurs, pour le coup, personnellement, lorsque j'irai au Salvador, c'est une des premières choses que je vais faire, c'est acheter un Big Mac en Lightning Network. Parce que je trouve ça tellement incroyable, même si je ne suis pas un dingue de McDonald's et des Big Mac, mais pour le coup, pour la symbolique, clairement, je le ferai. Mais effectivement, aujourd'hui, encore une fois, je n'ai pas les derniers chiffres du Salvador, mais en tout cas, plus de la moitié de la population a téléchargé le wallet Chivo, ce qui prouve quand même qu'il y a une adoption importante, même si effectivement cette adoption doit être relativisée parce qu'elle avait été incentivée, où en gros le gouvernement a choisi justement pour inciter les gens à télécharger ce wallet. Et donc ils ont donné l'équivalent de 30 dollars en Bitcoin pour évidemment inciter les gens à télécharger l'application. Mais malgré cet incentive de 30 dollars, et là pareil, je ne sais plus si j'ai les chiffres, mais là aujourd'hui, depuis que Bitcoin est monnaie légale, je crois qu'il y a 4 fois moins d'outflows sur le dollar, ce qui fait que Bitcoin devient vraiment de plus en plus utilisé au détriment. 2 fois, ouais, c'est ça. 2 fois, voilà, 2 fois. Et donc là, l'autre point, bon, qui n'est pas forcément... alors, je ne sais pas si c'est un thème d'ailleurs de cette conférence, mais effectivement, c'est la dimension du mining. Donc, j'en ai pas du tout parlé dans cette présentation, parce que je ne peux pas malheureusement aborder Bitcoin dans tous les sens. Mais globalement, donc le gouvernement salvadorien a décidé d'utiliser leur centrale géothermique pour miner du Bitcoin et donc contribuer au réseau aussi pour le sécuriser. Enfin, et puis du coup aussi gagner des Bitcoins en minant et en sécurisant le réseau. Donc là, du coup, à date, moi, ce que j'avais, c'était que le pays a officiellement acheté 700 Bitcoins, mais certainement que ce chiffre-là a dû évoluer depuis. Mais globalement, et je pense que ça permettra d'inverser à long terme la richesse des pays pauvres, parce que moi, ma vision, et pour conclure, c'est que de plus en plus de pays
pauvres, alors évidemment, c'est peut-être pas le bon terme, et Ernesto, tu m'excuseras pour le terme pauvre, mais de plus en plus de pays, en tout cas en voie de développement, du coup, vont considérer Bitcoin comme monnaie légale et comme réserve de valeur et vont commencer à en accumuler, en tout cas bien avant les pays développés, ce qui fait que ça va potentiellement rééquilibrer l'ordre mondial des richesses, dans le sens où ce sont les pays en développement qui, du coup, achèteront du Bitcoin, donc le plus tôt possible, et évidemment, les pays occidentaux achèteront du Bitcoin beaucoup plus tardivement, ce qui fait qu'il y aura une sorte de rééquilibrage global. Évidemment que je caricature un peu en disant ça, mais c'est un petit peu ce qu'il faut que vous compreniez, et c'est un petit peu aussi, moi, ma vision à long terme du Bitcoin à l'échelle internationale. Donc voilà, c'est ce qui clôture cette présentation. Donc, je ne sais pas combien de temps j'ai mis d'ailleurs, mais j'espère ne pas avoir été trop long et j'espère avoir surtout été assez clair dans cette présentation. Et je suis évidemment à votre disposition pour répondre à vos questions. Et évidemment, Valentin ou Ernesto aussi sont disponibles pour répondre à vos questions. Il y avait justement, Jonathan, quelques questions dans le chat tout à l'heure qu'on peut peut-être prendre quelques minutes. Tu peux peut-être prendre quelques minutes pour essayer d'y répondre. Maintenant, il y avait une question, les risques à moyen et long terme sur le Bitcoin. Bon, ça, c'est toujours compliqué, Jonathan, d'y répondre, que ça soit d'une manière spéculative ou autre. Pour répondre de manière très claire, c'est-à-dire que pour moi, il est plus risqué aujourd'hui de ne pas détenir du Bitcoin que de ne pas en avoir, quoi. Voilà. Enfin, clairement, moi, je vous conseille, et c'est ce que je dis à mes clients. Alors évidemment, il ne faut pas faire un all-in sur Bitcoin, et c'est vraiment tout le principe du plan épargne Bitcoin de Stackinsat, c'est qu'il faut avoir cette conviction de long terme. Donc il faut placer entre 1 et 10% de votre patrimoine financier. Voilà, en gros, l'idée, c'est, en tout cas, il faut placer l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre, mais dans tous les cas, ce potentiel du Bitcoin existe. Il a été, du coup, pour moi, acté par notamment le fait que les institutionnels s'y intéressent, etc. Donc maintenant, pour moi, c'est inéluctable que Bitcoin est considéré comme réserve de valeur. Donc voilà, il est plus risqué de ne pas en détenir en portefeuille, à mon sens. Et après, il y avait une question sur comment on trace les transactions de Bitcoin, parce qu'effectivement, tu n'en as pas trop parlé, mais c'est vrai que si on commence à tout détailler, on prendrait des heures, comme tu l'as dit. Mais contrairement à ce qu'on pense, et c'est un peu lié au tout début de Bitcoin, qui était peut-être un peu plus utilisé à cette époque-là pour les transactions illégales, Bitcoin n'est pas anonyme, mais pseudonyme. Donc, si je ne sais pas, Jonathan, quelle est ton adresse, parce que je n'ai pas accès à toutes les informations, je peux quand même voir tout ce que tu as fait avec. Et le jour où, avec l'ouverture de compte, on arrive à retracer un petit peu que c'est toi au bout, en fait, on a tout l'historique et c'est très facile de voir qu'est-ce que tu as fait avec, quoi. C'est ça. Donc voilà, c'est ça la blockchain. On ne peut pas l'arrêter et on ne peut pas la falsifier. Donc toutes les transactions sont là et dès qu'on arrive à savoir qui est à l'origine, c'est très simple de pouvoir remonter, de pouvoir tout comprendre. Merci Jonathan pour ton introduction qui était très complète. Malheureusement, on est un peu limité par le temps, donc Ernesto, à vous de jouer. Bonjour à tous. D'abord, merci, mais merci pour inclure le Salvador dans les thèmes de débat. C'est déjà sympa. Et je pense que nous, en tant que pays en voie de développement depuis longtemps, depuis très longtemps, c'est quand même important de faire partie des débats internationaux. Et d'un point de vue, le Bitcoin nous a mis dans cette scène internationale et c'est très intéressant d'en faire partie. Donc déjà, pour la réussite de la conférence, je pense que de ma part, je vais rester dans la nuance d'écrit. Je vais essayer de ne pas aller au noir ou blanc non plus. On va parler de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas trop, et le point de vue des personnes en tant qu'utilisateurs. Et aussi, au niveau du pays, c'est très facile de partir dans un débat très, très politique. Et je vais essayer de rester quand même dans cette pensée d'utilisateur en tant qu'entreprise, en tant que personne, et surtout en tant que migrant aussi. Parce que le Bitcoin au Salvador, c'est une réponse au transfert de fonds internationaux de la part de Salvadoriens qui sont partis à l'étranger. Donc, alors pour commencer, pourquoi le Bitcoin au Salvador? C'est ça la question que la plupart du monde se pose. C'est pas seulement une réponse, c'est pas seulement quelque chose de tendance ou technologique ou pour le futur. C'est vraiment quelque chose qui est derrière, qui s'appelle les migrants.
Alors, ce n'est pas un secret non plus que beaucoup d'argent qui est reçu au Salvador et beaucoup d'argent qui est dépensé au Salvador n'est pas produit ici. On reçoit énormément d'argent. Notre première source d'argent au Salvador, ce sont les transferts de fonds de la part des migrants qui sont partis pour d'autres opportunités à l'étranger. Donc, on a presque la moitié de la population qui n'habite pas au Salvador, mais qui envoie de l'argent au Salvador. Ceux qui payent les loyers, les services, ceux qui achètent les chaussures, les vêtements, pratiquement tout de leur famille qui habite ici au Salvador. Donc, le Bitcoin répond à ça, à ce besoin de faire des transferts de fonds, de payer moins de frais. Et là, je parle d'un point de vue du gouvernement. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Qu'est-ce qu'ils sont communiqués comme raison pour le faire? Donc, le but n'est pas payer des frais de transfert d'argent, de recevoir l'argent beaucoup plus rapidement, de ne pas faire la queue pour recevoir l'argent. Parce que, bon, peut-être vous n'avez jamais vu ça, mais certains jours par mois, on voit des queues de centaines de personnes dans les banques, dans les ATM, dans les agences de Western Union et toutes ces agences pour transfert d'argent, où les gens font la queue pour recevoir leurs 50, 100 euros, 100 dollars, 150 dollars. Et en moyenne, chaque foyer reçoit 300 dollars d'aide de leur famille à l'étranger. Donc, là, on a quelque chose d'important. Et il y a un deuxième point qui est très important aussi, c'est l'histoire du Salvador. On avait une monnaie qui s'appelait le colon, et on est passé du colon au dollar en 2000. Et pourquoi est-ce qu'on a passé du colon au dollar? Alors, avant, c'était beaucoup plus facile de produire de l'argent. Comme je vous disais avant, ça suffit de mettre du papier, beaucoup d'encre, et ça va. On produit de l'argent. Mais ça a des problèmes, ça pose des problèmes au niveau de l'inflation, ça pose des problèmes aussi pour les entreprises parce qu'ils ne voient pas intéressant d'investir dans un pays qui imprime de l'argent de manière très créative. Et donc, le dollar était la solution pour ça, mais aussi pour faire du Salvador un paradis financier, on ne peut pas le nier. Ouais, le pari en 1995 environ, c'était de créer dans le Salvador un nouveau paradis, comme Panama et plein d'autres pays. Alors, ça n'a pas très bien marché parce que les banques internationaux, ils ont décidé de rester au Panama et d'un point de vue politique, géopolitique aussi, n'était pas très intéressant pour eux de transformer le Salvador dans un paradis financier. Donc, d'un point de vue utilisateur pour la population, ça a été très bouleversant de passer du colon au dollar. Mais le problème, c'est que le débat n'était pas d'un point de vue monétaire, mais d'un point de vue politique. Donc, très clairement, la gauche était contre le dollar parce que ça fait partie d'une monnaie des États-Unis et la droite qui supportait le dollar parce que c'est parti d'un pays beaucoup plus développé que le nôtre. Donc, ça c'était le problème en 2000, que le débat n'a jamais été posé sur le fait monétaire, sur le fait des personnes qui utilisent l'argent. Qu'est-ce qu'on a perçu en tant qu'habitants du Salvador? On a perçu une augmentation des prix directe. Donc, on est passé de dépenser 5 colonnes à passer à 1 dollar. Le problème, c'est que 1 dollar équivaut à 8,75 centimes de dollars, de colonnes, pardon. Donc, ça a presque doublé le coût de tous les services, de tous les produits, pratiquement tout. Donc, la population a eu cette expérience. Il y a encore des débats à ce jour, si ça vaut la peine, si c'était une bonne solution de passer de colonne à dollar. Ça reste en vigueur, ces débats. Il y a quelques mois, il y a 3 mois, nous avons été informés, comme vous tous, en live, mondialement, qu'il y avait une nouvelle monnaie qui allait être mise en place à partir du mois de septembre, qui était le Bitcoin. Alors là, on passe à un paradigme complètement différent, une monnaie complètement digitale, pratiquement virtuelle pour tout le monde, dans un pays où la technologie n'est pas, l'accès à la technologie n'est pas pour tous, l'Internet n'est pas partout dans le pays, et il y a plein d'autres facteurs, d'autres variables qu'on pourrait évaluer, mais bon, d'un point de vue social, on a eu la nouvelle en même temps que vous. Écoutez, on va passer du dollar au Bitcoin d'ici 3 mois. Bon, évidemment, ces jours-là, c'était la folie, c'était l'inquiétude, c'était la peur, c'était surtout cette idée de on ne comprend rien du tout.
Et je vous le dis très sincèrement parce que les entreprises avaient la même question que l'utilisateur qui marche dans la rue. Donc, c'était compliqué à ce moment-là. La banque s'est investie largement à faire de sorte que ça fonctionne parce que c'était une obligation. Mais il a eu une phrase, et je cite, « La loi nous oblige à recevoir du Bitcoin, mais la loi ne nous oblige pas à l'accepter. » Donc, à ce moment-là, les gens ne comprenaient pas ce que ça voulait dire. C'était quelque chose de bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dois recevoir, mais je ne suis pas obligé d'accepter. Et c'est là qu'on se pose la plupart des questions. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le gouvernement a créé un wallet, un portefeuille du gouvernement qui s'appelle Chivo Wallet. Et c'est dans ce point de vue qu'on est obligé à recevoir du Bitcoin, mais pas l'accepter. Mais pourquoi? Alors, j'ai raconté ça à Jonathan dans la préparation de cette conférence. Le wallet, il est géré, il a été créé et il est fondé par le gouvernement. Donc, dans un point de vue utilisateur, on n'est pas propriétaire de nos bitcoins. On est juste utilisateur des tokens qui sont dans ces wallets. Actuellement, il y a, d'après les dernières données qu'on a, il y a 3 millions de Salvadoriens qui se sont inscrits au Chivo Wallet, qui ont reçu $30 en valeur en bitcoin. Et le problème ou la doute de la plupart des gens, c'est OK, comment ça se fait que 3 millions de personnes ont reçu $30, mais en valeur, en réserve de valeur, on a moins d'argent de ce qui a été donné. Alors, comment est-ce que ça s'est produit? Et c'est là la plupart des questions que les gens se posent. Comment est-ce qu'on fait pour créer de l'argent avec ces wallets? Et c'est parce qu'on est utilisateur d'un wallet du gouvernement, mais on n'est pas propriétaire de nos bitcoins. Donc, c'est à ces jours-là, si aujourd'hui je paye 60 quelques mille dollars pour acheter un bitcoin dans les portefeuilles du gouvernement, je ne suis pas propriétaire de mon code. Donc, je ne pourrais pas, par contre, aller à Surfing Bitcoin et leur demander de garder mon bitcoin parce qu'il n'est pas à moi. Il fait partie du gouvernement, du portefeuille du gouvernement. Donc, la population qui a compris cela a commencé un débat. Et ça, c'est pour mettre quelque part de la population d'un côté. Mais il y a l'autre partie de la population. On ne peut pas nier le fait qu'on est un pays très, très pauvre, avec une moyenne de salaire minimum de $300, 350 depuis quelques mois, avec une inflation après la pandémie très, très haute, qui à ce jour-là perçu. Alors, l'augmentation, elle est perçue à 35% dans tous les prix depuis le Covid. Donc, en un an, les gens qui percevaient $350, c'est comme s'ils auraient eu 200. Donc, c'est une grosse perte de pouvoir d'achat. Et ces gens-là, ils n'ont pas accès à la technologie, ils ne comprennent pas à réserve de valeur et à toutes ces dimensions économiques d'un pays. Qu'est-ce qu'ils voient? Alors, qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'est leur réalité? Ils font de 5 à 10 dollars par jour. Ils s'habitent avec 5 à 10 dollars par jour. Ça fait en moyenne de 10 à 20 dollars en moyenne par foyer, des familles les plus pauvres. C'est les personnes qui vendent au marché, qui vont dans les rues, qui ont un sac où ils mettent de chewing-gum et ils les vendent dans les rues, dans les bus. Et pour eux, qu'est-ce qui change? Ils font des microtransactions. Tous les jours, ils dépensent 50 centimes en tomates et oignons. Ils dépensent 25 centimes en citron. Ils dépensent $1 de pain. Et ces microtransactions, ils n'ont pas compris comment ils allaient faire pour faire ça rapidement, de manière sûre, et surtout avec la valeur qui change de la monnaie. Parce que dans les portefeuilles du gouvernement, on a le dollar et on a le bitcoin. On peut passer d'une monnaie à l'autre. Si on passe au dollar, la valeur reste fixe. Si on passe au bitcoin, ça peut varier, ça peut augmenter, ça peut baisser. Le jour, ça baisse, la nuit, ça monte. Bon, on fait partie de cette bourse qui est virtuelle et qui est internationale. Mais pour les gens qui ont 10 dollars dans leur compte, cette petite variation de 40-50 centimes de moins, ça signifie beaucoup. Donc, il a eu beaucoup de peur. Et les gens qui se sont dit, écoutez, on ne va pas installer ça. Mais en même temps, il y a le gouvernement qui incite en proposant 30 dollars gratuits pour tout le monde qui s'inscrive. Donc, c'est ça que les gens ont fait. Ils sont allés, ils se sont inscrits, et la plupart d'entre eux ont sorti leurs 20-25 dollars qu'ils pouvaient sortir. Il y a déjà, ça existe déjà, le marché noir des bitcoins. Donc, c'est des gens qui sont dans la rue, qui s'approchent aux plus vieux, et il faut être clair, aux plus vieux, qui leur demandent d'inscrire leurs documents sur le Chivo Wallet, qui reçoit les 30 dollars en bitcoin, en valeur de bitcoin,
qui transmettent leur Bitcoin à leur wallet et qui leur donnent 20 ou 25 dollars maximum. Donc déjà, il y a un frais de 5 dollars pour ces personnes qui se sont fait avoir. Ça, c'est quelque chose de culturel. Et ça pourrait arriver dans d'autres pays, et je ne sais pas, mais ça arrive au Salvador. En même temps, le Salvador, c'est la cobaye du monde. On est devenu un laboratoire de Bitcoin. Est-ce que c'est méchant? Est-ce que c'est bon? Ben, ça dépend. Je pense que tout est relatif. On ne peut pas exagérer non plus. Ce n'est pas la solution finale de l'économie d'un pays en voie de développement comme le nôtre. Ce n'est pas non plus le plus grave qui peut arriver. Donc, de ce point de vue, on peut construire un débat qui nous intéresse à tous. Pour les entreprises, on avait les gens qui ont compris la technologie, qui comprennent, qui utilisent. Il y a les gens qui ne comprennent pas, qui n'ont pas accès, qui ont peur. On a les entreprises. Alors, pour les entreprises, c'était un changement énorme dans une pandémie dans laquelle ils ont dû beaucoup changer. Vous savez, depuis 1 an et demi, les choses ont beaucoup changé et c'est pas plus facile. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont disparu, qui ont dû fermer leurs portes. Il y a beaucoup d'autres entreprises qui ont apparu. Et il y a un changement. Il y a vraiment un transfert d'argent. Le marché est en train de changer. Mais qu'est-ce qu'ils font les entreprises dans cette pandémie et qui doivent presque changer tout dans leurs finances et se préparer pour cette adoption du Bitcoin. Donc, ce n'était pas facile. Ce jour-là, j'ai reçu au moins 15 appels de différentes personnes qui me demandaient, écoute, est-ce que tu sais qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que tu sais comment ça va marcher? Est-ce que les impôts, comment ça va fonctionner? Les comptes, on va les gérer comment? Bon, il avait beaucoup de doutes. Et je dois dire, c'est Avanza, c'est l'association des banques privées au Salvador qui a réuni toutes les banques et ils ont décidé comment est-ce qu'ils allaient gérer avec cette nouvelle adoption du Bitcoin. C'est eux qui ont fait la plus grosse part du travail. Et quand on voit le 7 septembre que le Bitcoin est lancé, on voit toutes les grandes entreprises, supermarchés, au McDo et plein d'autres, qui ces jours-là avaient leurs affiches, on accepte Bitcoin. Alors, ce n'était pas seulement on accepte la monnaie du gouvernement, c'est on accepte Bitcoin. De ce point de vue, je trouve très intéressant parce que la nouvelle pour le monde, c'était le Salvador accepte le Bitcoin comme une monnaie complètement légale. Donc, ce n'était pas quelque chose de tendance, ce n'était pas seulement pour les néophytes, c'était pour tout le monde. Alors, le problème ce jour-là, c'est que la plateforme du gouvernement est tombée en panne toute la journée. Il y avait trop de monde qui voulait s'inscrire, il y avait trop de monde en train de faire des transactions. Et comme Jonathan a bien expliqué, et les transactions, si on les fait sur Bitcoin, sont très lentes et ça coûte cher en plus. Pas sur le wallet du gouvernement, mais dans le blockchain. Et donc, ils sont dû apprendre qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait changer et comment installer le Lightning dans ces wallets. Mais ça a pris, je me trompe peut-être, mais c'était entre 2 et 4 jours que la plateforme était en panne. Donc, ce jour-là, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont installé d'autres portefeuilles et juste comme Jonathan a bien dit, il a voulu tester ça. On a fait beaucoup d'entre nous. On a téléchargé Strike, Moon et plein d'autres. On a mis quelques dollars dedans et on est allé payer, voir si ça fonctionnait. Et déjà, c'était intéressant d'un point de vue social parce que déjà, on avait les caisses au supermarché, certains qui indiquaient qu'ils acceptaient le Bitcoin, d'autres qui non. On voit les cassiers qui sont en train de gérer leur appareil, voir si ça fonctionne, comment se connecter, montrer le QR. C'était intéressant quand même de voir cette transformation au digital. Et après, on avait aussi les deux côtés politiques, ceux qui étaient pour le gouvernement et ceux qui étaient contre. Il y avait des trucs intéressants qui les deux disaient. Je dois dire, je n'ai pas trouvé des choses farfelues, tirées par les cheveux. Et c'était vraiment des choses. Il y a un petit bug, non, sur la vidéo d'Ernesto. On va attendre 2 secondes. Je vais voir si ça se résout. En attendant, il y a des petites questions. Si on peut au pire répondre à une ou deux questions en attendant que le problème se résolve. Ouais, carrément. Jonathan, est-ce que tu as en tête, toi, la consommation d'énergie? C'est vrai que c'est un vrai débat depuis la création de Bitcoin presque et qui persiste. C'est bon, il est presque revenu. Un petit problème d'Internet, problème de réseau, mais ça fonctionne mieux. Vous voyez juste après. Alors. OK.
écoutez, c'est intéressant, mais ça arrive très souvent au Salvador. Quand le Covid est rentré au pays, on avait tous ce problème de réseau. Et c'est quand même marrant de voir qu'un an et demi après, on a les mêmes problèmes avec le réseau. Ça tombe en panne très, très souvent. Mais bon, je vais continuer. Alors, par rapport à ce que Jonathan disait de la Banque centrale, de la nature du Bitcoin, qui est décentralisé, il y a des commentaires très importants à faire. C'est d'expliquer qu'au Salvador, le Bitcoin n'est pas le Bitcoin mondial. Dans quel sens? Dans le sens que le Bitcoin au Salvador est géré par un portefeuille du gouvernement. Ce n'est pas seulement une ouverture aux wallets mondiaux, c'est une ouverture aussi à un wallet qui est géré par le gouvernement, dont la valeur peut être gérée, modifiée, on ne sait pas, par le gouvernement. Donc, est-ce que ça pose des problèmes si c'est un gouvernement de gauche, de droite, centre? Honnêtement, dans tout ce qui n'est pas transparent, il y a la possibilité et il y a la raison de dire est-ce que c'est transparent, est-ce que c'est légal, est-ce qu'on sait ce qui se passe derrière ça? Le problème, c'est que ça fonctionne comme une banque centrale. Le portefeuille du gouvernement peut fonctionner comme une banque centrale, d'un point de vue où on ne sait pas combien d'argent a été investi directement au Bitcoin. On a une valeur dite par le gouvernement, mais on n'est pas complètement sûr. On ne sait pas combien aussi est la réserve en dollars de ce trust fund qui gère le gouvernement local. Et on ne connaît pas non plus les types d'investissements qu'ils sont en train de faire en ce moment. Donc, d'un point de vue en tant que quelqu'un qui paye les impôts, je peux me demander qu'est-ce qu'ils font avec mon argent? Qu'est-ce qu'ils sont en train de jouer avec cet argent? Est-ce que ça pose des problèmes, le fait que Bitcoin est une monnaie digitale? Je pense que ce n'est pas un point de vue digital ou physique. C'est qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire avec notre argent. Et ça pourrait être le même cas avec le dollar, le yen, l'euro, le colonne, avec n'importe quelle monnaie. C'est juste que c'est le Bitcoin qui a été choisi, donc on pose les questions par rapport au Bitcoin. Et il y a aussi un deuxième point qui est résistant à l'inflation. Alors, mais résistant à l'inflation, ça dépend. Si on utilise le Bitcoin réel, on n'est pas juste porteur du token local. Parce que si c'est un point de vue local, c'est comme toutes les monnaies locales. En France, il existe beaucoup de monnaies qui sont utilisées par les villes pour les marchés des dimanches. Il y a plein de choses qu'on peut acheter avec cette monnaie, mais qui est gérée à la fin par la mairie. Donc, ce n'est pas très différent le Chivo avec ces monnaies locales. Et de ce point de vue, l'inflation n'est pas bloquée. Il n'est pas résistant à l'inflation. Si on part, et la programmation, oui, ça c'est intéressant. C'est vrai qu'il y a une quantité de Bitcoin qui est limitée. Et par ce fait, la rareté permet d'augmenter la valeur. Mais ça dépend énormément de si on utilise le Bitcoin ou les tokens créés à partir du Bitcoin par un gouvernement. Donc, est-ce qu'on est contre? Est-ce qu'on est pour? Alors, ça, honnêtement, ça dépend beaucoup de personnes. Je parlais au moins avec, laissez-moi réfléchir, 40, 60, une soixantaine de personnes. Au travail, dans la rue, au supermarché, avec ma famille, avec mes amis. Et c'était quand même intéressant de voir toutes leurs approches. Parce qu'ils trouvent tous un danger, ils trouvent tous une possibilité. Il y a certains qui ont peur, mais qui investissent $500. Il y a d'autres qui n'ont pas peur, qui investissent $5,000. Et ce n'est pas vraiment la valeur qui leur pose des problèmes, c'est la transaction. C'est, écoute, j'ai payé $20, mais ils ont disparu. Mais ils ne sont pas disparus. Ce n'est pas la faute du Bitcoin, c'est la faute d'un portefeuille. Donc, vous voyez, en termes de monnaie, ce n'est pas la faute du Bitcoin ou ce n'est pas la faute du dollar, c'est vraiment qui gère cet argent. Aussi, il y a un défi au niveau culturel, on ne peut pas le nier, c'est le passage d'une monnaie à une autre. C'est quand même partout. Ce n'est pas quelque chose d'exclusif du Salvador. Quand on passe une monnaie où les gens ont pris une valeur derrière, c'est comme si on changeait de copine ou on changeait des amis. Ça prend du temps à s'habituer. C'est quand on change de fac ou de collège. Il faut faire de nouveaux amis. Donc, c'est pareil avec les monnaies. Quand on ne connaît pas le Bitcoin, il nous explique qu'il c'est derrière un écran du téléphone et que l'argent est quelque part entre le nuage et l'électricité. Ça change quand même beaucoup d'avoir un paquet de billets de $100. Donc, honnêtement, d'un point de vue psychologique, il faut faire une évolution culturelle. Est-ce que ça va prendre plus de temps ici qu'ailleurs? Je pense que oui. Et je vous explique quelque chose. Vous ne le savez pas, mais au Salvador, le e-commerce, par exemple, je travaillais beaucoup avec les entreprises l'année dernière
pour leur transformation digitale au e-commerce. Ça n'existait pratiquement pas au Salvador l'année dernière. En France, il y a un grand marché dans l'e-commerce. Ça existe depuis plus de 15 ans. Il y a 10 ans que j'habitais à Paris, j'utilisais ça couramment et ça fonctionnait parfaitement. Ici, l'année dernière, ça n'existait pas. Et c'est une transformation qui a pris 6 à 8 mois pour certaines entreprises pour s'habituer. Paiement sans contact, ça n'existait pas non plus il y a 18 mois ici au Salvador. Bon, ça commençait il y a 18 mois et maintenant, ça fonctionne partout. Tout le monde est habitué. Avant, il fallait signer chaque facture de paiement par carte. Maintenant, on ne signe plus. Et il y a certains commerçants qui demandent encore la signature en physique. Donc, vous voyez, c'est une transformation culturelle qui prend du temps, qui n'est pas rapide. Et dans un pays comme le nôtre, où on n'est pas très habitué à la technologie, où c'est vraiment quelque chose de très, très nouveau, et je pense que ça va être encore plus long. Mais je pense que pour d'autres pays qui sont déjà habitués aux banques en ligne, aux banques virtuelles, ça va aller très, très rapidement. Et je pense que ça explique aussi pourquoi beaucoup de fonds d'investissement prennent un nouveau risque d'investir dans les cryptos. Parce qu'ils ont compris que ça va être le cas de beaucoup de personnes qui vont avoir leur banque en ligne. Bon, déjà, et pour le contexte, au Salvador, la banque, quand on va à la banque, il y a encore des personnes à qui il faut expliquer le problème, qui vont aller chercher la chéquière au fond, qui vont nous faire signer, qui vont fabriquer la carte bancaire. Et si on veut faire pardon, qu'est-ce que je veux dire? Ah oui, pour faire encaisser un chèque, il faut aller voir quelqu'un, donner le chèque, vérifier le chèque et tout. J'essaie d'expliquer ça parce qu'en France, évidemment, c'est très, très différent. Donc, pour partir de la même base. Alors, et un dernier point qui est aussi important. Je disais, El Salvador est devenu le laboratoire mondial des cryptos. Et de ce point de vue, je pense qu'on doit rester très ouvert. Très ouvert ne veut pas dire prendre les risques les plus fous, mais très ouvert avec les gens du monde. Déjà, je trouve très intéressant le fait que personnes comme Jonathan et tous les autres copains qui viennent au Salvador pour la conférence du Bitcoin, ça, c'est quelque chose qui n'arrivait pas avant. Donc, bien sûr, il a un côté qui est encore un peu flou, un peu gris foncé, mais il y a d'autres choses qui sont très, très claires aussi. Et c'est l'intérêt que les gens portent au Salvador maintenant. Parce que d'ailleurs, je te coupe Ernesto, parce que là, j'ai une dis-moi. question par rapport à ça, c'est qu'effectivement, ce serait intéressant de voir ce qu'on appelle les investissements directs de l'étranger. En fait, depuis cette annonce, parce que clairement, moi, pour être tout à fait honnête avec toi, avant le 9 juin 2021, clairement, que j'avais déjà entendu parler du Salvador, mais jamais je n'y serais allé. Tu vois, ça c'est sûr. Et donc, évidemment, des gens comme moi ou comme Valentin, ou qui du coup sont intéressés par le sujet, ou même des institutions, etc., ce serait intéressant de voir quelle a été l'évolution des investissements directs de l'étranger depuis quelques semaines, quelques mois. Oui, mais merci. Hein. C'est ça qui nous fait plaisir aussi aux Salvadoriens. Quand j'habitais à Paris, chaque fois que je disais que je venais au Salvador, il fallait expliquer. Même à la fac, j'ai dû aller inscrire mon pays parce qu'il n'existait pas. J'apparaissais comme si j'habitais aux îles Pitcairn. Le Salvador n'existait pas. Donc, c'est déjà bien d'exister. Maintenant, il faut évoluer aussi parce que c'est pas non plus gagné. Voilà, c'est pas un pari gagné en avance. Et voilà, juste pour finir ma propre conclusion, je pense, d'un point de vue très réaliste, que le Bitcoin pour la population la plus large du Salvador, et ça va être utilisé pour les transferts d'argent de la part de leur famille à l'étranger. Après, pour l'usage journalier fréquent, je ne suis pas sûr que ce soit le cas d'ici quelques années. Ça pourrait encore prendre 5-10 ans. Et pour le thème d'investissement direct, je pense que ça va être intéressant, mais il faut encore trouver l'opportunité parce qu'il n'existe pas. C'est juste ouvert pour tout le monde, mais il faut avoir les idées des gens qui viennent et qu'ils trouvent aussi leurs opportunités. Donc, merci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. J'ai demandé à beaucoup de personnes leur avis sur le Bitcoin, le Chivo Wallet, le gouvernement, les Bitcoins au mondial. Donc, n'hésitez pas. Merci Ernesto. On a quelques questions avant la partie de Valentin.
Donc, une petite question. Quel type de blockchain est utilisé pour le Bitcoin? A-t-on une idée de consommation d'énergie que ça produit? Donc, c'est lui qui va répondre, je vous en prie. Je sais pas, après, Valentin, je peux répondre rapidement, mais alors la première question, c'est quoi? C'est quelle blockchain est utilisée sur Bitcoin? Quel type de blockchain est utilisé pour le Bitcoin et a-t-on une idée de la consommation d'énergie que ça produit? Alors, une type de blockchain, j'ai du mal même à comprendre cette question-là. Mais donc oui, c'est la blockchain Bitcoin qui est utilisée. Alors après, je ne sais pas, Valentin, si tu veux apporter une réponse, peut-être que je ne comprends pas la question. Euh, la blockchain, c'est Bitcoin. Pour moi, je pense que c'est aussi la Ouais, réponse ouais. que tu allais apporter. Ouais. Ah oui, C'est une non, non, blockchain parce qu'en fait, décentralisée et transparente. associé à côté qui peut-être qui dit c'est le protocole de sécurisation, peut-être. Donc oui, donc nous, on utilise sur Bitcoin, on utilise le proof of work. C'était peut-être ça la question. Ouais, public. Alors toi, avec privé ou public? Ouais, proof. Ok, ouais. C'est ça. Donc c'est proof of work, donc c'est la preuve, ce qu'on appelle la preuve de travail. Donc, le protocole de sécurisation de Bitcoin, donc c'est la preuve de travail. Donc, c'est la preuve que justement, il y a une certaine consommation d'électricité qui a été dépensée, qui fait que du coup, on va pouvoir sécuriser le réseau, en caricaturant un petit peu. Et effectivement, il y a d'autres protocoles de sécurisation, notamment le proof of stake, donc la preuve d'enjeu, qui est en gros, si jamais je mets en contrepartie mes tokens, donc je risque de les perdre. Donc, en gros, je n'ai pas intérêt à tricher, en fait, tout simplement. Si c'était ça la question de c'est quelle blockchain utiliser, encore une fois. Et Euh, donc, oui, donc la deuxième partie de la question, c'est la consommation énergétique. Donc, évidemment que je ne l'ai pas en tête parce que je ne suis pas un spécialiste de l'énergie. Mais globalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire, déjà par rapport au système financier traditionnel, alors après, je pourrais vous envoyer, parce que nous, du coup, sur Stackinsat, on essaie de publier énormément de contenu de manière générale. Encore une fois, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'énergie. Mais globalement, la finance traditionnelle, elle génère peut-être 1000 fois plus de consommation énergétique que le Bitcoin. Donc, je dis 1000 un peu au hasard, mais c'est juste pour vous donner des ordres de grandeur où, en gros, c'est bien plus. Enfin, la finance traditionnelle consomme bien plus d'énergie que le Bitcoin. Ah, par exemple, parce que là, du coup, il y a mon associé qui me souffle. Par exemple, typiquement, la consommation des guirlandes de Noël aux États-Unis sur la période entre maintenant et fin décembre est plus que Bitcoin. Donc voilà, enfin, c'est toujours les trucs un peu relatifs. Est-ce que c'est intéressant de comparer des trucs comme ça? Je ne sais pas. Donc, après, c'est effectivement. Oui, mais alors, du coup, je vois Ouais. quelqu'un qui n'a pas suivi comment dire, ma présentation. Parce qu'effectivement, le coup d'Elon Musk, alors ça, il ressort très souvent, hein. Mais ça, il faut savoir que Elon Musk, lui, évidemment, c'est un businessman. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, le marché du CO2 est un énorme marché, surtout pour des boîtes qui sont dites vertes. Parce que Tesla, effectivement, est une entreprise du coup dite verte. Et Tesla touchait énormément de subventions de l'État américain. Et donc, effectivement, d'un point de vue stratégique business, Elon Musk a dû faire marche arrière sur effectivement l'acceptation du Bitcoin en tant que moyen de paiement pour des Tesla. Mais comme le disait tout à l'heure Valentin, sourcé à l'appui, hein, donc d'ailleurs, si tu as la source, Valentin, balance-la sur le chat, Ouais, hein, de suite. voilà. Et que là, du coup, Elon Musk, évidemment, revient sur cette décision parce que c'était une décision purement stratégique de court terme sur des décisions politiques de versement de subventions de l'État. Merci beaucoup. On va peut-être continuer parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, même si on peut étendre un petit peu et on répondra aux questions à la fin, du coup. Valentin, je t'en prie. Ok, carrément. De toute façon, moi, je voulais un petit peu reprendre tout ce qu'on s'était dit pour l'instant et puis discuter avec Ernesto et Jonathan parce que finalement, Ernesto, sur la partie un peu plus comment ça fonctionne sur place, toi, tu y es, nous, on a des vidéos un peu amusantes ou qui nous font plaisir, effectivement, d'utilisation du Lightning Network au McDo et quelques semaines après, Jonathan, j'irai au Salvador et je ferai ce que tu vas faire aussi dans Starbucks, à McDo ou ailleurs parce que c'est des enseignes qu'on connaît, nous, qui acceptent le Bitcoin. Bah, c'est vrai que Globalement. c'est symbolique, mais c'est clair que pour nous, Alors après, on n'est pas forcément, je dirais, des personnes représentatives, mais c'est clair que pour nous, de pouvoir payer un Starbucks ou un Big Mac, c'est quand même un truc de dingue. Le payer en Lightning, c'est un truc de dingue pour nous.
clairement. Ouais, parce que tout à l'heure, effectivement, tu rappelais un petit peu l'évolution de Bitcoin, Bretton Woods et tout, mais c'est vrai qu'entre 2009 et aujourd'hui, on est quand même passé de quelque chose de cypherpunk, c'est-à-dire de gens qui souhaitaient retrouver l'argent, enfin reprendre le contrôle de leur vie privée et tout ça pour faire très simple, donc de quelques dizaines de personnes. On est passé ensuite avec les bull runs, comme dit Jonathan, c'est-à-dire des augmentations fortes de prix avec l'attrait du public qui va avec. En 2017, à un premier mainstream Bitcoin. Et puis, on a eu très vite des entreprises, il y a quelques mois, qui acceptent le Bitcoin, qui en prennent pour leur trésorerie. Et là, un pays. Donc, en fait, on est passé très vite sur toutes ces choses-là. Et d'un point de vue économique, et c'est assez énorme d'aller aussi vite pour Bitcoin. Nous qui l'avons connu, Jonathan, il l'a connu encore plus récent, enfin encore avant moi. Je ne sais plus quand est-ce que tu es arrivé dans le Bitcoin, Jonathan, mais Finalement, moi, c'est pas si vieux que ça, hein, j'ai envie de dire, c'est plutôt fin 2016. Donc, je sais pas si toi, c'était avant ou pas, d'ailleurs, je sais même pas. moi, c'est à peu près pareil. Ouais. À peu près pareil. Mais il y en a qui l'ont connu en 2010, 2011, 2012. Et donc, c'est assez amusant de voir aujourd'hui qu'on peut payer dans des magasins qu'on connaît en France en Bitcoin à l'étranger. Et c'est ça qui est assez amusant. Et du coup, je vous ai mis dans le chat un petit tweet où on voit concrètement comment on paye. Là, c'est à Starbucks, si je ne dis pas de bêtises. Parce que on l'a vu avec Ernesto et Jonathan, le prix, il bouge beaucoup. Donc, c'est compliqué d'afficher. On ne va pas avoir à changer toutes les secondes, toutes les minutes, Ernesto, les prix en Bitcoin. Donc, en gros, en tout cas, dans cette configuration-là, les prix sont affichés sur un écran et ils changent très vite. 1 dollar égale tant de fractions de Bitcoin, ce qu'on appelle les Satoshi, qui sont justement payés par le Lightning Network, et tant en Bitcoin, donc 0,000 et quelques Bitcoins. Et là, dans la vidéo, je ne sais pas si Alix, tu peux la mettre directement, cliquer sur le lien et l'afficher en grand, qu'on comprenne un peu comment ça marche. En fait, le commerçant directement donne le total en Bitcoin et on paye avec un QR code. Donc là, effectivement, il y a la tablette avec le prix, la conversion qu'on a vue. Là, la personne de Starbucks fait le total de ce que la personne a commandé et va apparaître du coup sur ce qui peut servir en fait de TPE qu'on connaît nous en France avec la carte bancaire. Mais là, c'est un QR code sur un simple téléphone. Le QR code qui est scanné par la personne qui possède le wallet. On voit que c'est 28 000 Satoshi, hein, donc l'unité de compte du Bitcoin. Et la personne va payer en Lightning Network et le paiement, il est reçu. Voilà comment ça fonctionne, en tout cas sur cette vidéo. Ernesto, est-ce que c'est à peu près comme ça partout? Alors, ça fonctionne comme ça dans les grandes entreprises, celles qui sont inscrites aux banques, aux plus grandes banques du pays. D'accord. Alors, pour les plus petits, ce n'est pas très différent, c'est vraiment quelque chose d'utilisation. Déjà, c'est un peu plus lent parce que le fait que les gens écoutent, les gens protègent beaucoup leur téléphone ici. Donc, déjà, il faut enlever la protection et tout, il faut ouvrir le téléphone, il faut débloquer le téléphone. Déjà là, ça prend 10 secondes de plus. Ensuite, voilà, tu as toujours un QR où tu peux demander un montant fixe. Tu demandes 25 dollars, par exemple. Et tu peux choisir de convertir ça en Bitcoin ou de le passer directement en dollars. Donc, ce que j'ai vu, c'est que je demandais aux gens, ils sont paramétrés ça de manière que ça soit toujours reçu en dollars. Si après, ils veulent passer ça en Bitcoin pour voir si ça monte ou quoi que ce soit, ils le font après. Mais quand ils reçoivent l'argent, ils aiment bien recevoir le montant total, fixe. Donc, ils font ça. Après, tu crées ton QR, voilà, tu es payé directement et ça prend 3 secondes, pas plus. Alors, quel est le problème que j'ai vu et que les gens m'ont dit aussi, c'est quand tu fais des transactions de plus de 100 dollars. Ouais. Si tu envoies 120 dollars, 150 dollars, 400 dollars, ça prend déjà la transaction plus de 10 secondes et souvent, elle n'est pas affichée à la média. Donc, ça prend 40, 50 minutes, 1 heure que ça arrive. J'ai une petite question. Est-ce que ça dépend du wallet ou ça, c'est. Est-ce que sur le Chivo Wallet, est-ce que sur Strike, ça prend autant de temps aussi? Alors, si c'est sur Strike et Moon, j'ai testé, c'est 2 secondes, pas plus. Ah, voilà. Là, je vous parle de Chivo, ouais. Je vous parle de Chivo. Je vais préciser ce point-là quand même.
T'as raison. Ouais, ça c'est très important. Aussi, le fait qu'il y a beaucoup de caisses où c'est affiché caisse exclusive Bitcoin, mais c'est souvent affiché aussi. Ici, on n'accepte pas Chivo pour le moment. Et ça, il se décolle en fonction de si ça tombe en panne ou pas. Donc, c'est cette période d'adaptation. Donc, des jours, ça ne fonctionne pas, des jours, ça fonctionne. Mais Strike, c'est le plus couramment utilisé ici. Et Mun, je n'ai pas vu pas mal non plus. Donc, ça prend 2 secondes. Ok, très intéressant. Et Merci après, tu beaucoup. reçois ta facture, ça indique que tu as payé par Bitcoin et tu as payé Tant de quel Bitcoin, ok. montant en Satoshi aussi. Ouais. Ouais, en Satoshi, en Bitcoin et Mm. l'équivalent du coup en dollars. Ouais. Parce qu'effectivement, d'un point de vue international, on l'a compris, le dollar, il est toujours accepté. Ça n'a pas chassé le dollar, le Bitcoin. Non, pas du tout. Non. Voilà, c'est un point qui est assez important. Et d'ailleurs, au moment où il y a eu ces interrogations sur Bitcoin et il a commencé à être impliqué, enfin que la loi est passée et tout le reste, il y a eu, et tu en as dit quelques mots, Ernesto, la population qui s'est en partie soulevée et puis enfin, qui s'est interrogée, qui a eu peur, qui a manifesté un petit peu. Ça a fait un peu de bruit à l'extérieur du pays et ça a été repris par les médias. Et puis, il y a aussi les grandes institutions bancaires, le FMI notamment, d'un point de vue international, qui a mis un petit peu le holà, ou en tout cas qui a dit que ce n'était pas forcément une très bonne idée, parce que, après on pourra discuter tous les trois justement de cette dualité entre le Bitcoin et les monnaies numériques de banque centrale qui sont en train de se mettre en place dans le monde, et on voit qu'il y a une dichotomie entre ceux qui vont choisir Bitcoin et tout le protocole, et ceux qui vont choisir de créer leur monnaie numérique de banque centrale, et c'est là où il y a un basculement qui va se faire dans les prochaines années d'un point de vue géopolitique. Mais voilà, comment vous avez reçu, vous, justement, le FMI qui dit que ce n'est peut-être pas une bonne idée, et les banques, la Banque mondiale qui ne vous a pas aidé alors que c'est son rôle et tout, comment ça a été perçu, ça? Bon, déjà, le 95% de la population n'était pas au courant de ça, s'en fiche, ils n'ont aucun intérêt de comprendre c'est quoi le FMI et tout ça. Déjà, ça c'est important de savoir aussi, parce qu'il y a beaucoup moins Tout de à fait. débats qu'ailleurs. Il y a beaucoup moins de débats qu'ailleurs où la population s'investit beaucoup plus au thème, à ces sujets. Alors, je pense que le FMI, c'est comme n'importe qui contrôle, a peur quand ils n'ont pas le contrôle derrière. Donc, forcément, si on lançait une monnaie locale appelée le salvadorien, ça allait être pareil, parce qu'eux, ils n'ont aucun contrôle sur la quantité de papier et encre qu'on peut imprimer avec ça. Donc, le Bitcoin, c'est exactement pareil pour eux. Bah, surtout d'un point de vue du wallet du gouvernement, pas le Bitcoin. Et je sépare parce que c'est ça le point le plus important de l'histoire du Bitcoin au Salvador, parce qu'il y a le Bitcoin, l'acceptation de Bitcoin en tant que monnaie locale, et il y a aussi le Bitcoin géré par le portefeuille public. Donc ça concerne Donc, Chivo, tout ce qui est Strike et tout, au final, ça ne s'est pas impacté par ce que tu dis. Hein. ouais, ça concerne Ouais, ça. uniquement Chivo Wallet, le portefeuille du gouvernement, oui. Ok. Et il y a une petite question ici, c'est lié au réseau, le temps de latence. Alors, c'est pas seulement ça, c'est... Il y a Erika qui a levé la main aussi et qui voulait intervenir, j'imagine. Donc, Vous voulez intervenir? Oui, j'imagine. Ok. Donc, Erika, vas-y. Bon, si jamais... Non, je ne pense pas. Si elle intervient, c'est en anglais je pense. Je ne sais pas. Bon, Non, ça... bon, répondons aux d'autres questions en attendant, du coup. Dans ce cas, elle interviendra si elle voudra. Mais je pense que tu as une question là sur la création d'autres wallets. Pour que tu pourrais intervenir. Sur la création d'autres wallets. Après, du coup, c'est toi, effectivement, Ernesto, qui est sur place. Mais pour rebondir juste sur ce que tu dis, effectivement, sur la FMI, parce que là, on parle de Bitcoin, effectivement, et Jonathan vous nous le disait en introduction, c'est décentralisé et on peut justement avoir cette discussion, Jonathan, sur la MNBC, comme tu disais en introduction, pour remettre un peu de contexte sur les MNBC, parce que d'un point de vue, encore une fois, géopolitique, la fracture, elle va se jouer là, et le Salvador a mis le coup de marteau sur cette fracture potentielle qui va se jouer, parce que les monnaies numériques de banque centrale, c'est l'euro, le yuan digital, tout ce que vous voulez, les monnaies des grandes puissances avec un i devant, qui a pour objectif de officiellement mettre un coup de frein à toutes les initiatives privées des néobanques
et ou des stablecoins, ce qu'on appelle des stablecoins sur la crypto-monnaie, c'est-à-dire des dollars ou des euros qui sont tokenisés, qui sont sur la blockchain et qui sont émis par des entités privées. Et donc, pour essayer de contrer ça, on a des banques centrales, on a nos banques centrales, on a la BCE en France avec la Banque de France et tous les gouverneurs autour de ces pays représentés qui veulent monter au créneau avec leur crypto-monnaie. D'ailleurs, c'est un débat là-bas qui est un débat de un faux débat à mon sens. C'est est-ce que c'est crypto-monnaie, crypto-actif, est-ce que c'est légal ou pas? Mais là, on a Bitcoin donc, qui a accepté comme cours légal au Salvador. Et de l'autre côté, on a l'Europe qui ne reconnaît pas forcément Bitcoin comme une crypto-monnaie, comme un actif financier, qui le taxe et tout. Parce qu'au Salvador, la première caractéristique du cours légal, c'est que du coup, il est plus taxé. C'est-à-dire qu'on peut aussi dépenser et ne plus. En France, on est taxé à 30% si jamais on vend ces crypto-actifs et qu'on a fait de la plus-value. Au Salvador, ce n'est pas le cas, Ernesto. C'est aussi important de le préciser. Ça, c'est important, oui. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas taxé les transactions faites sur Bitcoin. Et sur la création de wallet, c'est complètement possible. Pour l'instant, il n'y a aucune régulation comme la banque, ce n'est pas régulé comme les banques. Donc, toute personne physique ou morale peut créer un wallet, peut même créer une crypto-devise et peut la commercialiser sans frais, sans taxe. D'accord, ok. Et du coup, on a effectivement dans la continuité de ce débat-là, et on pourra en discuter avec le chat et tous les trois, et dans 2 secondes, Jonathan, je pense qu'on pourra en discuter parce qu'effectivement, toi, tu pensais que tout ce qui n'est pas décentralisé, ce n'est pas forcément une bonne chose. Mais on a le Brésil, là, il y a quelques jours, qui a remis une couche sur potentiellement, on va accepter les crypto-monnaies comme pour légal, un peu comme l'a fait le Salvador. Donc, on a tous ces pays qui ont du mal à gérer l'inflation avec leur crypto, avec leur devise, qui avaient accepté du coup, voilà, exactement, merci, qui avaient du coup accepté le dollar en se disant que ça serait peut-être plus facile de déléguer cette gestion-là, et qui maintenant se disent, parce que pour plein de raisons géopolitiques et pour plein de raisons économiques, et dont tu parlais, Jonathan, avec la baisse du dollar qui a bien baissé, notamment depuis la crise du Covid, on va accepter Bitcoin, parce que Bitcoin, on connaît son inflation, mais gérer une politique économique avec Bitcoin, c'est un peu plus compliqué parce que la planche à billets avec Bitcoin, ça n'existe pas. Donc, en fait, c'est ça où, d'un point de vue politique et géopolitique et économique, c'est très intéressant. Donc, il y a cette dichotomie qui est en train de se créer, encore une fois, entre ceux qui vont créer leur MNBC et ceux qui vont créer Bitcoin. Et peut-être que ça va pas il va pas y avoir on va pas tracer sur la planète Terre le trait entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud ou ouest et est en se disant voilà ce côté-là ils vont choisir Bitcoin et l'autre les MNBC, mais on voit clairement des tendances se dégager avec la Chine qui est très en avance sur sa MNBC, le yuan c'est prêt dans quelques mois et ça a une tendance un petit peu complexe en Chine particulièrement parce qu'on pourrait essayer de lier cette monnaie numérique de banque centrale qui est programmable, donc on peut lui dire ce qu'on veut à cette monnaie numérique de banque centrale au crédit social chinois. Donc là, il y a 2 choses un petit peu dangereuses. En Europe, c'est moins problématique parce qu'on a des États un peu plus, qui sont démocratiques, donc a priori ça pose moins de problèmes, mais quand même sur la traçabilité, il y a des risques pour la vie privée. Et de l'autre, on a des pays comme le Brésil, comme le Salvador aujourd'hui, qui ont décidé, eux, de choisir Bitcoin. Et clairement, il est là, le basculement géopolitique. Jonathan, je ne sais pas ce que tu en penses, mais… Alors, déjà, en introduction, je ne suis pas forcément un spécialiste des MNBC, hein, parce qu'effectivement, entre le moment où ça a été annoncé et le moment où on est aujourd'hui, je pense que même les banquiers centraux ne savent même pas vraiment eux-mêmes ce qu'ils veulent faire. Encore une fois, je pense que toi, là récemment, j'ai vu que tu as fait une émission à ce sujet. Ouais. Donc, tu peux certainement t'informer beaucoup plus que moi parce que j'avoue que personnellement, et mon équipe et moi, on est vraiment beaucoup plus orientés sur Bitcoin et à comment améliorer Bitcoin que s'intéresser aux monnaies digitales de banque centrale. Mais globalement, en résumant le truc, parce qu'après, on peut l'implémenter comme on veut, à la fin, finalement, on retourne au même problème, que ce soit numérique ou pas. Une monnaie qui est édictée, enfin qui est imprimée par un État et qui fait que finalement c'est une entité centrale qui contrôle cette émission, pour moi c'est quelque chose de plutôt négatif. Voilà. C'est en résumant un petit peu ma pensée. Après, je sais pas, peut-être que toi, Valentin, tu peux peut-être réapporter peut-être quelques précisions sur en fait concrètement. C'est-à-dire que là, du coup, tu parles du yuan, où effectivement, parce qu'effectivement, je sais pas pour ceux qui ne savent pas, mais en Chine, tu as un crédit social. C'est-à-dire qu'en fonction de différents critères, tu auras une note, un petit peu comme dans Black Mirror. Je ne sais pas si vous avez vu cette série sur Netflix.
où en gros, tu as un crédit social. C'est juste délirant. Et effectivement, la Chine va lier ce crédit social à leur monnaie numérique de banque centrale. Enfin, pour moi, c'est juste un poison absolu. Donc, je Ouais. ne sais pas. Alors, peut-être que d'autres monnaies digitales de banque centrale, peut-être qu'aux États-Unis ou en France ou dans d'autres zones géographiques, peut-être qu'ils vont essayer de contrer ça. Mais pour moi, je ne vois même pas comment, finalement, pour moi, en termes de privacy, etc., enfin, ça ne peut pas être bien. Alors, à ce stade, encore une fois, peut-être que je n'ai pas suivi l'actualité et comment ils souhaitent proposer quelque chose d'intéressant de ce point de vue-là. Mais à l'heure actuelle, et tu peux certainement compléter mon propos, Valentin, ou peut-être même toi, Ernesto, qui est peut-être plus compétent que moi sur le sujet. Mais c'est vrai que moi, j'ai des énormes doutes, personnellement. Je suis complètement d'accord avec toi. Dès qu'il y a une sphère avec beaucoup de pouvoir derrière une monnaie, Bien sûr. il y a beaucoup plus de risques en tout cas, C'est au ça. moins. C'est effectivement toute la difficulté parce que les MNBC aujourd'hui, et tu le disais, Jonathan, on a eu l'occasion à Cryptost d'en faire une série avec plusieurs intervenants et on a échangé avec la Banque de France, la responsable de la Banque de France sur l'euro numérique. Et toute la difficulté en Europe, elle est double, c'est que on ne sait pas si on va le faire, mais on se tient prêt à le faire si jamais il faut le faire. Mais si on le C'est tout de fait, on ne suite, sait quoi, pas c'est tout quand. de suite. Ouais, mais si on le fait, on ne sait pas trop comment on va le faire parce que c'est compliqué d'allier la vie privée, d'allier la sécurité, mais d'allier quand même le contrôle. Et en fait, c'est le et en même temps qui allie toute la Il se passe technologie et rien. c'est pas possible. Qui fait qu'il se passe rien, et c'est pour ça que tu dis, bah, en fait, il y a Bitcoin qui existe, les gars. Ouais, Donc, ouais, mais justement, en fait, là où c'est amusant, c'est que là, alors je sais pas si, je pense pas vraiment que c'était du cinéma ou du bluff quand j'ai discuté avec Adeline Bachelery, bien mais sûr, non, non, mais c'est pas ce que je sous-entends, non, mais Valentin. c'est pas pour toi, c'est la suite que je veux dire. Ah, C'est pardon. c'est pas là-dessus. Mais elle ne comprenait pas l'intérêt de Bitcoin d'un point de vue vie privée parce que pour elle, les institutions publiques n'ont pas d'autre intérêt que de préserver justement leurs citoyens et donc pour l'Europe, tous les citoyens européens. Donc pourquoi on aurait plus confiance en Bitcoin vu qu'on ne connaît pas qui c'est alors qu'on a des institutions en Europe qui sont très performantes pour le faire. C'est ça en fait qui résume la pensée de l'euro numérique. Et donc, n'allez pas sur Bitcoin parce que c'est trop volatile et on ne sait pas qui c'est. Et n'allez pas non plus sur les stablecoins parce que c'est des organismes privés qui ont plus que l'Europe et plus que notre MNBC à venir, intérêt à revendre vos données. Donc, c'est ça le débat. C'est pour ça que Alors, Bitcoin, il s'en sur fiche. les stablecoins, pour le coup, alors ça m'étonne de dire ça, mais je partage ton avis. Parce que, évidemment, alors après, on ne va pas rentrer dans un débat d'experts sur le Tether, qui est en Ouais. fait le stablecoin, un des plus utilisés, si ce n'est le plus utilisé, on peut dire ça comme ça, Mm. qui effectivement est détenu par une entreprise privée où effectivement, du jour au lendemain, on ne sait pas ce qui peut se passer. Il y a eu un certain nombre de scandales d'ailleurs. J'ai l'impression que le marché a oublié ces scandales qui sont quand même un truc assez incroyable, hein. Donc effectivement, de ce point de vue-là, je suis assez d'accord avec elle sur le fait que les stablecoins détenus par les entreprises privées, etc., moi j'ai quand même des doutes, hein, sur le fait que ce soit périn dans le temps. Après, l'autre dimension, je crois que c'était quoi? C'était ah oui, parce qu'on est d'une institution publique, alors on veut le bien-être de notre population, Oui, c'est ça le truc. Bah oui, mais sauf que, ok, tu nous dis ça aujourd'hui, mais qui tu es pour que je te fasse confiance de cette affirmation? Tu vois, c'est ça le truc. bien sûr. Elle me dit ça, bon, ok, je veux bien la croire, mais demain, justement, enfin, on ne sait pas, peut-être qu'elle, elle est honnête quand elle dit ça, mais potentiellement, il peut y avoir d'autres politiques, et en fait, le problème, c'est le pouvoir. Et en fait, potentiellement, celui qui a le pouvoir, qui en plus a le pouvoir et l'argent, et en général, l'être humain, quand il a ces deux trucs-là, ça finit pas toujours très bien, quoi. Voilà. Et c'est même pour ça que c'est amusant et ça rebondit sur ton introduction et ça peut être en partie la conclusion, c'est que Bitcoin est une hard money, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que, Jonathan, je ne sais pas si c'est la meilleure définition en français, mais ça prend de la valeur dans le temps, parce que justement, l'inflation, elle est contrôlée parce qu'on connaît la création monétaire, et c'est ce que tu disais, les halvings, ça veut dire que tous les 4 ans, on divise la création monétaire par 2 jusqu'à 2140, où il n'y aura plus de Bitcoin créé, pour faire très simple. Et donc, et là, c'est même une troisième couche sur le débat de la scène internationale, parce qu'aujourd'hui, on l'a dit, et Ernesto a été est le mieux placé de nous tous pour nous dire qu'effectivement, pour l'instant, c'est un laboratoire, mais c'est un laboratoire qui, à nos yeux de bitcoiners, mais aux yeux de l'économie mondiale et de la numérisation à venir, est un laboratoire particulièrement intéressant. Et sur ce point-là, où la couche 1, c'est
va-t-on créer nos monnaies numériques de banque centrale? Et si oui, au service de qui? De la population et donc de la digitalisation. Et donc, très bien, on va reprendre un petit peu de la part dans le commerce international qui aujourd'hui est régi par le dollar et parce que tout est régi par le dollar. Et avec des monnaies numériques de banque centrale, un euro qu'on pourrait programmer, à qui on pourrait donner des spécificités, on pourrait essayer de reprendre un petit peu de place dans le commerce international. Ça, c'est la vague 1, ou se faire doubler par des États moins regardants sur la vie privée et donc être un peu plus fliqués, voire au maximum en Chine, être lié au crédit social. Et donc, je ne sais pas, vous traversez au rouge, et on va vous retirer 10 yuan ou vous serez moins payé ou XY parce que c'est programmable. Donc, tout est possible, en fait. C'est ça qu'il faut comprendre avec les MNBC. Et donc, en fonction de qui les émet, c'est compliqué ou qui les gère. Et la troisième couche, où on dit, OK, on va faire une MNBC, on va faire notre euro numérique de banque centrale, mais c'est l'étalon Bitcoin qui prendra le pas sur la création monétaire et on ne pourra pas faire n'importe quoi. Donc, un petit peu les accords de Bretton Woods avant qu'ils soient enlevés par Nixon, mais numérique et totalement transparent parce que le code source de Bitcoin, si on veut vulgariser, il est public et on ne peut pas le changer. Et donc, en fait, vraiment, alors la troisième option, et j'en discutais avec un historien spécialisé dans la monnaie, elle n'est pas du tout absurde, elle n'est pas du tout impossible aujourd'hui, et ça serait peut-être même souhaitable, mais c'est quand même pas le débat le plus simple à avoir et surtout le plus facile à mettre dans le débat public. Par contre, le débat qui est clairement en train de se faire, et c'est ce que je disais au début, c'est MNBC ou Bitcoin, et c'est en train de se décider. Et peut-être que l'échec qu'on est en train de vivre aujourd'hui avec l'inflation qui remonte partout dans le monde va tendre vers, si le Salvador arrive à nous montrer l'exemple et à résoudre les problèmes du quotidien, être peut-être la meilleure solution pour demain, ou en tout cas être une alternative. Ne pas imposer Bitcoin comme seul moyen de paiement, mais dire, bon, OK, comme une monnaie locale, comme autre chose, vous pouvez l'accepter et vous pouvez payer avec. Et en fait, ça fonctionne grâce au Lightning Network qui permet de payer des sommes moyennes très rapidement. Et puis pour les gros paiements et les paiements internationaux, et ça existe déjà d'ailleurs, un peu à la manière de l'or où on s'envoie de l'or pour rééquilibrer les balances mondiales, le faire avec du Bitcoin parce que c'est un peu plus facile que de te faire traverser l'Atlantique avec des kilos d'or en soute. Merci beaucoup, Valentin. Et moi, je rebondis, j'ai 2-3 questions du coup. Je me demandais, je crois que Valentin, c'était toi qui parlais de ça, mais des taxes qu'on avait en France pour la création des crypto-monnaies et le fait que justement au Salvador, il n'y en avait pas. Est-ce que à mesure que les Salvadoriens vont intégrer le Bitcoin au quotidien, est-ce que c'est possible que ces taxes les touchent aussi également ou pas dans le futur? A priori, non, parce que l'objectif justement d'être cours légal, c'est que tu ne vas pas le taxer à deux fois. Enfin, quand on dépense nos euros en France, on est taxé par quand c'est un salaire, on est taxé directement sur le salaire ou autre. Donc, les taxes sont prélevées ailleurs, la TVA et tout. Mais tu vas pas faire, c'est pas une plus-value parce que c'est pas un actif, c'est une monnaie parce qu'elle a cours légal. Donc, pour moi, ça, maintenant que c'est fait et qu'il y a cours légal au Bitcoin, ça ne pourra que être dans le bon sens. On ne pourra pas faire demi-tour pour dire qu'il sera taxé, à mon sens en tout cas. D'accord. Et, ok. Et autre chose, je me demandais, donc il y a la décision du Salvador, mais il y a aussi, tu parlais de la déclaration du Brésil aussi qui peut-être aspirer à faire la même chose. Oui. Est-ce que ça peut accélérer la tendance à la monnaie, à la digitalisation de la monnaie à l'échelle soit de l'Amérique latine et même internationale? La digitalisation de la monnaie, pardon, ça fait quelques mois, quelques années qu'on est en plein dedans, et c'est incarné par les MNBC aujourd'hui. Mais peut-être que les MNBC, et c'est d'ailleurs le point de vue de quelques économistes, dont celui qu'on a reçu, nous, chez Crypto, il y a quelques semaines, qui est Philippe Erlin, pour qui c'est un pétard mouillé, où effectivement, c'est pas de la bonne digitalisation parce que elle ne respecte pas ce dont on a parlé tout à l'heure. Mais bien évidemment, aujourd'hui, Bitcoin a mis un coup de projecteur sur le Salvador et maintenant, probablement, si Ernesto revient en France, il n'aura plus besoin de le marquer sur le tableau ou encore un peu moins. En tout cas, il peut venir chez nous, il peut venir à Biarritz ou à Angers et on saura où est le Salvador sans problème. Mais par contre, si c'est le Brésil qui l'accepte, là, on sait où est le Brésil. Donc, en fait, ça sera peut-être
profitable au Bitcoin de se dire, OK, on voit où c'est le Brésil, on voit la taille du truc, ah, ils ont accepté Bitcoin, OK, là, c'est plus, parce qu'il y avait ces polémiques, c'est plus le président dictateur qui veut blanchir son argent ou je sais pas quoi. Là, ça prendra une dimension un petit peu plus grande. Donc, sur tout le continent, sans doute, je ne suis pas spécialiste du continent, sur le monde, à l'échelle mondiale, oui, mais de toute façon, les MNBC sont déjà, les monnaies numériques de banque centrale sont déjà en train de le faire avec cette mouvance. Et je vois que dans les commentaires, on dit « et à Paris, on t'attend ». Donc, effectivement, à peu près, là, tu quadrilles un peu la France, Ernesto. Là, si tu veux venir dans l'ouest, au centre ou dans le sud, a priori, tu pourras sans problème. Alors, il y a 2 questions. Qu'est-ce qu'il en est des impôts sur le revenu en France, bien sûr? Je pense que la question est mal posée. Je pense qu'il parlait des événements taxables. Et l'événement taxable en France sur Bitcoin, c'est lorsqu'effectivement, tu vas convertir tes Bitcoins en euros. Donc après, l'impôt sur le revenu, en l'occurrence, à ma connaissance, on ne peut pas toucher de Bitcoin pour payer ses salariés, et à mon grand désespoir. D'ailleurs, je fais du lobbying pour que ça puisse arrêter. Mais effectivement, lorsque tu vas convertir tes Bitcoins en euros, ben, en fait, c'est la flat tax qui s'applique. Parce qu'effectivement, Macron, lorsqu'il est arrivé au pouvoir en 2017, il a uniformisé en fait, la taxation sur les plus-values des produits financiers, et de manière très simple, que je trouve d'ailleurs être plutôt une bonne idée de manière générale, d'uniformiser et donc de taxer à hauteur de 30% dans le cadre d'une conversion Bitcoin-euro. Le gros problème de cette flat tax et du fait que ce ne soit pas monnaie légale en France, c'est que si jamais j'achète une baguette de pain, que j'achète une pinte de bière au bar, et ben en fait, l'État va considérer cette transaction comme étant du coup une conversion Bitcoin-euro et donc du coup taxable à 30%. Et c'est ça que du coup Valentin disait tout à l'heure, et c'est ça qui est dommage, enfin dommage, hein, qui est évidemment stupide même en fait. Et c'est ce J'attends une question. Donc, tu payes une baguette en France, tu peux la payer en Bitcoin, mais tu payes 1,30 €. Si jamais, non, en gros, c'est pas. Ouais. Jamais. Oui, Oui, évidemment. en fait, je dis ça, tu as Ok. quand même des restos. Et d'ailleurs, nous, c'est notre objectif pour. Alors, je fais mon petit instant pub, mais à Surfing Bitcoin l'année prochaine. Donc, pour ceux qui sont intéressés, du coup, on organise une des plus grandes conférences Bitcoin en Europe. Et ce sera du coup fin août 2022. Et notre objectif chez Stackinsat, c'est de faire en sorte que la moitié des bars et restos de Biarritz fin août puissent accepter comment dire, le Bitcoin et le Lightning Network comme moyen de paiement. Mais effectivement, pour tous ceux qui pourront utiliser Bitcoin ou Lightning Network comme moyen de paiement lors de Surfing Bitcoin dans les bars et restos de Biarritz, ils devront déclarer sur leur CERFA aux impôts à chaque fois qu'ils ont dépensé pour une côte de bœuf, une bière ou je ne sais quel encore article qu'ils auront acheté pour déclarer finalement cette sortie, donc cette conversion Bitcoin-euro, et donc payer une plus-value, enfin une taxe de 30% sur toutes ces transactions-là. En fait, Ernesto, je pense que tu connaissais un petit peu, mais pour les gens qui nous regardent, il y a 2 manières effectivement de dépenser un Bitcoin en France. Il y a la manière qu'on espère se propager avec Surfin du coup dans quelques mois. Peut-être ce sera un QR code ou ce sera vraiment du Bitcoin pour le coup qu'on balancera en Lightning Network ou autre. Et sinon, il y a ce genre de carte-là, la carte rouge, quand on la sort, tout le monde la reconnaît, qui est du crypto.com notamment, qui est une application en France et en Europe pour acheter et revendre des cryptos. Et en fait, il va y avoir une transaction directement. Moi, j'ai mon solde en Bitcoin. Eh bien, elle va être instantanément vendue pour la somme exacte chez le commerçant. Donc, tu ne payes pas vraiment en Bitcoin. Tu as un peu de Bitcoin, tout de suite, c'est vendu. Si c'est 1,10 €, ben, l'équivalent d'1,10 € sera vendu depuis l'application et le commerçant va avoir 1,10 € sans même savoir qu'en fait, il y avait du Bitcoin derrière. Sauf que toi, ton 1,10 €, bah, dessus, tu payes 30% en plus, qui est la flat tax. Et en fait, tu dois même le déclarer, cette transaction-là, N+1 aux impôts. Ce qui fait que si tu veux tout payer comme ça, tu te retrouves avec 40 pages de lignes où tu dois préciser tous tes achats à l'heure près. Et tu dois te dire, j'ai acheté le Bitcoin à ce moment-là, il a été revendu à ce moment-là avec telle plus-value. Donc, telle plus-value de 30%, c'est invivable. Donc, on ne le fait pas. Ou alors, les gens Sur les déclarent pas. pertes, ça se fait comment? Non, bah, sur la perte, c'est tant pis pour toi. On peut pas les. D'ailleurs, petite parenthèse que je tiens à féliciter mon ami Pierre Persson, qui est député Ouais. de Paris, qui justement en fait milite aujourd'hui pour justement faire passer et supprimer ce genre de stupidité, comme vient de le décrire Valentin, et aussi évidemment défalquer ses pertes, parce qu'évidemment ça devrait marcher aussi dans l'autre sens, ce qui n'est malheureusement pas le cas.
On a Comme la question de Jimena, et je ne sais pas, alors, c'est donc, à votre avis, le Bitcoin peut-il permettre sur la longue durée d'augmenter le pouvoir d'achat des ménages au Salvador? Donc, Alors, vous savez, mon point de vue, c'est que la seule manière d'augmenter le pouvoir d'achat, c'est augmenter la quantité d'argent qu'on a et la valeur qu'il a derrière. Donc, c'est sur la création de l'argent, c'est pas vraiment sur le, comment dire, sur les moyens de transfert d'argent. Donc, finalement, Bitcoin en tant que monnaie, il joue les mêmes conditions que le dollar, et dans le sens où la valeur n'est pas attachée vraiment à la monnaie, mais à la quantité. Ouais. moi, je me demandais aussi autre chose. En uniformisant l'utilisation des crypto-monnaies, est-ce que ça ne va pas présenter les mêmes risques de se rassembler autour d'une même monnaie physique nationale? Alors, excuse-moi, j'ai pas compris la question. Je me dis que, parce que tout à l'heure, on parlait justement des risques. Enfin, je ne sais plus qui avait eu ce débat. Valentin, tu parlais du débat que tu avais eu avec quelqu'un Ouais. qui, elle, disait que justement, la volonté généralement des banques centrales, c'était de protéger et d'avantager les populations. Et Jonathan lui parlait justement des risques que ça peut présenter d'être peut-être rassemblés autour d'une même monnaie centralisée. Et moi, je me demandais, parce que... Non, c'est pas ce que je disais. Moi, je disais que Bitcoin, Mhm. j'espère, et je le souhaite, que Bitcoin reprenne la place de l'or avant les accords de Bretton Woods, à savoir un étalon monétaire, que ça devienne une référence de stabilité des prix. Et que, en gros, toutes les autres devises, donc que ce soit l'euro, le dollar, le yen, et bref, toutes les monnaies fiduciaires, soient indexées en référence au Bitcoin. C'est ça, en Ok. fait. C'est pas Ok. que. Je Voilà, pensais, donc c'est la petite nuance. ok. Je pensais que tu parlais plus justement du fait du risque d'être juste rassemblé autour d'une même monnaie physique. Pas du tout, surtout D'accord. pas. C'est-à-dire que Ok. moi, justement, après, tu as des bitcoiners encore plus maximalistes que moi qui Ça souhaitent. existe, ça? Ah, Ça existe encore, ça? ah oui, je te jure qu'il y en a. Qui, justement, en fait, espèrent que toutes les autres devises vont disparaître et que finalement, il n'existera que Bitcoin. Et que, voilà. Mais après, eux, ils sont dans un fantasme incroyable. Mais donc, non, non, moi, je pense que ça coexistera et je pense qu'il faut il y a un intérêt même à ce qu'elle coexiste, en Ok. fait. Et d'accord. Bah, moi, je vous remercie beaucoup. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant du fait d'avoir un spécialiste du Salvador parmi nous, c'est le fait de peut-être la notion culturelle que Ernesto a intégrée à sa présentation, le fait que en fait on se rend compte que la réaction des Salvadoriens et peut-être leur réticence face à l'utilisation du Bitcoin, ça résulte aussi d'un manque de confiance en fait envers les autorités financières en elles-mêmes, en fait en général, et une remise en question de leur transparence en général. Donc c'est assez intéressant et c'est pour ça que c'était aussi important d'aller plus loin que les préjugés qu'on pouvait avoir sur le Bitcoin aussi. Donc, c'était super intéressant. Je ne sais pas si Olivia, tu veux rajouter quelque chose ou si quelqu'un veut rajouter quelque chose. J'ai trouvé juste, ce dont on a parlé, Jonathan, mais là, il y a le chiffre exact, c'est l'inflation en zone euro, c'est 4,1% en octobre sur un an, ce qui est un record depuis 2008. Et 2008-2009, c'est un peu la création du Bitcoin, parce que dans le contexte que tu as établi, effectivement, on était dans la crise des subprimes au moment où Satoshi Nakamoto a imaginé son invention qui est devenue Bitcoin. Et effectivement, et ça va conclure totalement ce qu'on disait à l'instant, c'est les monnaies, il y a deux choses qui les tuent, c'est le manque de confiance et l'inflation. Et aujourd'hui, dans les pays qu'on a cités, et parfois en zone euro, et en tout cas là, c'est le cas de l'inflation, eh ben, il y a les deux. Et c'est là où Bitcoin arrive à être un contrepoint intéressant parce que la confiance, elle existe puisque le protocole est transparent et décentralisé, ou en tout cas, si elle n'existe pas, il a les moyens de le prouver ou de le convaincre. Et l'inflation, il la combat par même son protocole qui gère justement le nombre de crypto-monnaies émises chaque année jusqu'à la fin en 2140. Donc, c'est là où ça devient un bon hedge, quelque chose d'intéressant pour se prémunir de tout ce qu'on a cité aujourd'hui. Et voilà, 4,1%, c'est vraiment énorme. Et tu disais, Ernesto, c'est vrai que la moyen de retrouver le pouvoir d'achat, c'est peut-être de créer plus d'argent ou d'en distribuer plus.
c'était très amusant. Il y a quelques semaines, le gouvernement français a créé un chèque inflation. Il a donné 100 € à tous les ménages qui touchaient 30, ça concernait 38 millions de Français. Et donc, il y a eu effectivement un petit mème dans la communauté crypto-monnaie qui dit on combat l'inflation en créant de l'argent et en le distribuant. Donc, c'était un petit peu, enfin, ça a beaucoup tourné dans la cryptosphère. Mais voilà, 4,1% d'inflation, c'est un record depuis 2008. Et tandis que le Bitcoin est en train de battre ses records historiques à lui, mais à la hausse. Donc, on voit bien là le fossé qui se crée entre une monnaie qui s'apprécie et une monnaie qui se dévalue, enfin, une monnaie qui meurt par l'inflation. Et peut-être demain, en fonction de la gestion des pays qui émettent ces monnaies centralisées, par le manque de confiance. Et il y a plein de monnaies qui sont mortes historiquement par les deux. Et justement, je vous renvoie sur le podcast qu'on a fait sur Cryptost avec l'historien, où on a vu des dizaines de monnaies à travers le temps mourir avec ces deux composantes-là. Je ne prends pas l'euro en grippe et je ne dis pas que ça sera le cas pour notre zone euro, mais voilà, c'est... En tout cas, Bitcoin, pour les pays qui sont un petit peu en difficulté, est aux antipodes de ces difficultés-là et aujourd'hui fonctionne. Après, c'est des cycles, hein, donc on le disait avec Jonathan, peut-être qu'aujourd'hui, il est autour de 70 000 $, peut-être que dans 6 mois, il est plus bas, il est plus haut. C'est une question de cycle, mais sur le long terme, avec justement cette création monétaire rythmée, on n'a pas eu on s'est pas trop trompé avec le côté hard money, donc une monnaie qui s'apprécie avec le temps. Merci beaucoup, Valentin. C'était hyper intéressant. Et c'est pour ça que c'était super de peut-être parler pour notre think tank qui est justement spécialisé en géopolitique. Finalement, le Bitcoin a complètement sa place parce que c'est ce qu'on a pu voir, c'est que c'était intimement lié justement à la politique et que parfois, c'était même le résultat peut-être parfois d'une mauvaise gestion politique de l'économie. Donc, c'est super intéressant. Et merci à vous tous. Je ne sais pas s'il y a une autre intervention, une autre question ou un petit mot de... Non, mais après, peut-être pour conclure, parce que évidemment, Valentin, merci pour cette conclusion, parce que évidemment, j'abonde à 100% dans ce que tu as dit, et c'est effectivement, parce qu'on voit souvent Bitcoin sur l'aspect spéculatif, où en gros, les gens pensent qu'ils vont devenir millionnaires avec Bitcoin, parce qu'effectivement, on voit Bitcoin souvent que par le prisme de son prix. Et en fait, malheureusement, justement, en fait, les gens n'intègrent pas Bitcoin au prisme de l'économie et de la gestion monétaire, qui est fondamentale. Et effectivement, Valentin l'a très bien décrit dans sa conclusion. Les deux éléments, c'est voilà, la confiance et l'inflation. Et effectivement, malheureusement, quelles que soient en fait les devises, et ben, en fait, elles perdent à la fois de la confiance, notamment avec le Covid et compagnie, et puis l'inflation, création monétaire, etc. Donc, bref, tout ça pour dire que Bitcoin, selon moi, a un potentiel extraordinaire. Je ne sais pas s'il va arriver à devenir l'étalon monétaire que je souhaiterais, mais en tout cas, d'un point de vue réserve de valeur, c'est inéluctable. Aujourd'hui, il faut avoir du Bitcoin dans son portefeuille pour préserver son patrimoine financier. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien intégrer parmi tous ceux qui nous écoutent. Et du coup, nous, notre rôle, du coup, à Valentin et aux autres Bitcoiners de la scène française, c'est d'essayer de faire comprendre de manière pédagogique, du coup, à la fois donc, aux kidam, enfin bref, aux internautes pour Valentin, ou moi, mes clients, ou éventuellement des décideurs politiques ou des décideurs corporate dans les grands groupes du CAC 40, pour essayer de les convaincre, en tout cas de ne pas snober finalement cette révolution monétaire, mais justement en tout cas de s'informer pour éventuellement mieux l'appliquer dans les prochaines années. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut arrêter la conférence là. On a déjà nettement dépassé. Donc, on est presque à 2 heures de conférence. Donc, merci 1000 fois d'avoir accepté de participer à cette conférence. C'était super intéressante. Et puis, elle sera rediffusée du coup sur les réseaux. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup à Bonsoir à toi, tout le monde. Alix, pour Vraiment un l'organisation et plaisir. l'invitation.